So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Yes! On n'a pas d'invité aujourd'hui, ça faisait un bout, là, on était dû pour un break. Ben ouais. J'étais encore en train d'arracher cette histoire-là. T'as assez tanné de recevoir du monde. De recevoir du monde, on est tellement juste pertinent, juste les deux, fait que... Ben vraiment, si on avait un mot pour se décrire, c'est vraiment pertinent. Ouais, fait que merci de nous endurer encore. Fait que aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est un genre de petit tour de table de sujets qu'on a déjà... J'ai pas dit qu'on jouait à la chaise musicale, là. Genre de tour de sujets. Oui. On va prendre un sujet, on va s'asseoir, on va faire le On va faire le tour. de choses qu'on a déjà cru plus surtout dans le début de notre carrière de coaching. Là. Je pense que tu sais des gens de vieux mythes avant qu'on ait un minimum de background de connaissances, je pense que c'est juste normal qu'on y croyait plus. En fait, c'est surtout que c'était beaucoup l'information qui était disponible à ce moment-là. Point. C'était le fitness, on s'entend, ça fait pas si longtemps que ça quand même que c'est plus à la mode, qu'il y a plus de recherches disponibles, qu'il y a plus de gens qui vulgarisent le contenu aussi. Mais tu sais, moi j'avais commencé en 2019/2020, puis même à ce moment-là, ça commençait à avoir plus d'informations disponibles, mais c'était encore quand même niché, plus bodybuilding, mettons. Puis fait que c'est ça. Fait que l'information qu'on avait d'accessible, elle était pas ce qu'elle est aujourd'hui, ça comme ça. Fait que c'était plus, tu sais, je pense que justement, tu sais, comme je pense que c'est facile d'avoir cru à de la fausse information, de la désinformation quand on n'avait pas encore le background de connaissances. On va plus s'en aller dans les backgrounds de connaissances qu'on avait peut-être plus tendance à croire et ou enseigner quand on commençait, mettons. Comme on était coach, puis on enseignait quand même des affaires qu'on regarde aujourd'hui, puis on est comme, on aurait peut-être, tu sais, mettons, maintenant, en pleine connaissance de cause, on le ferait très différemment. Fait que le premier que tu m'as mentionné, que je trouvais très bon, c'est le fameux 80-20. Pas 80-20, genre, tu sais, sois assidu sur ton plan à 80%, puis permets-toi un 20% de flexibilité. Mais plus le côté, vous avez probablement tous déjà entendu ça, là, comme c'est 80% ton alimentation, puis 20% ton entraînement qui va te donner les résultats. Là. Ouais, puis comme j'avais mentionné aussi avant le podcast, tu sais, en entraînement, j'ai beaucoup plus de notions que j'enseignais parce que c'est ça qui m'était enseigné aussi. En naturo, en alimentation, etc., beaucoup moins parce que je me permettais pas de pas être dans la nuance, simplement pas parce que je suis meilleure que quelqu'un d'autre, là, juste trait d'agréabilité très, très plus fort et anxiété beaucoup plus forte. Fait que j'avais juste plus peur des répercussions de si je dis quelque chose puis que c'est pas ça, j'ai peur de me faire taper sa tête ou comme que les gens, ne serait-ce du milieu que moi je reconnais, me trouvent conne, ça me tentait pas. Fait que j'en ai eu moins, mais le 80-20, moi c'est beaucoup avant de commencer à coacher que je pensais ça, que j'étais comme OK, bon, mais ce qui est mentionné, c'est que c'est beaucoup 80% de l'alimentation puis 20% de l'entraînement. Puis en coachant, ben, veux pas, c'était pas un discours que j'avais aussi clair que ça, mais ça ressemblait quand même plus à ça avant d'embarquer en naturo. Puis comme je te mentionnais tantôt, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que l'alimentation est super importante. Là, c'est sûr que l'alimentation a une plus grande place que l'entraînement au niveau de la composition corporelle. C'est-à-dire que si tu manges vraiment comme de la merde et que le reste de tes habitudes de vie sont vraiment exécrables, les odds que ton entraînement fasse quelque chose pour toi sont assez minces. T'sais, ça se peut, si tu t'entraînes en hypertrophie, tu risques de gagner de la masse musculaire quand même, no matter what, surtout si tu débutes. Mais au niveau de ta composition corporelle, l'alimentation va quand même agir plus rapidement, si on veut. Fait qu'il y a des gens que je connais qui bougent beaucoup, s'entraînent fort, récupèrent bien, etc., mais leur alimentation est pas terrible, donc les résultats sont beaucoup moins là. De là à mettre un pourcentage 80-20, j'irais vraiment pas jusque-là. De ce que j'ai remarqué en étudiant en naturopathie, entre autres, c'est 100% ta génétique, ton système nerveux et ton système endocrinien. C'est-à-dire que ton alimentation doit être adaptée aux besoins de ton système nerveux et de ton système endocrinien dans le moment présent. Fait que si, encore une fois, tu dors mal, tu digères mal, tu es ultra stressé, ton corps ne va pas répondre peu importe ce que tu fais. Il y a des gens que oui, il y a des gens que non. Tu sais, l'exemple que je te mentionnais tantôt, c'est il y a des gens qui peuvent manger excessivement mal, ne pas bouger, rester super lean. Puis là, je parle exclusivement au niveau de la composition corporelle. Puis il y a des gens qui vont super bien s'alimenter, vont avoir un mode de vie sain et actif et vont être en surpoids. Mettons, si on compare avec une mesure que j'aime pas, mais mettons comme l'IMC, il y a quand même un certain poids qui est plus, entre guillemets, santé que d'autres dans le sens où pour tes articulations, pour tes organes, etc. Mais il y a des gens que génétiquement, ils vont rester en santé, mais ils vont être overweight. Fait que ça existe aussi. Donc, génétique, très, très important. Alimentation, oui, important, mais dans le cadre de
ton système endocrinien, donc tes hormones. Fait que tes hormones vont être très régies par est-ce que tu as un assez bon sommeil, donc est-ce que tu dors assez, mais est-ce que tu as une bonne qualité de sommeil? Ton stress, est-ce que tu as une bonne gestion de stress? Pas je ressens pas le stress, donc j'en vis pas. Non, il y a des gens qui sont juste en burn-out depuis 1940 puis qui s'en rendent pas encore compte. Le corps, il s'en rend compte par contre. Fait que dès que tu as un plateau, quelque chose comme ça, c'est important d'avoir une alimentation, comme je le mentionne souvent, pas nécessairement de viser un déficit calorique, mais de viser qu'est-ce qui peut m'apporter plus de nutriments présentement pour que mon système nerveux aille bien, mon système endocrinien aille bien, que ma digestion aille bien, que je me sente bien en général. Parce qu'oubliez pas que tout est dans tout. Si tu n'as pas assez de ressources, of course que ton corps risque de t'envoyer plus d'hormones de stress, plus de signaux de OK, mais là, je me sens un peu en mode survie parce que là, j'ai pas assez de ressources, j'ai pas assez de rien, donc je vais te donner plus faim, je vais m'assurer que OK, mais là, j'ai pas de ressources qui rentrent. Fait que faut que je pousse de l'adrénaline, faut que je pousse du cortisol parce que crème, faut que je roule sur quelque chose à un moment donné. Fait que super important de se nourrir pour avoir plus de nutriments et pas nécessairement moins de calories, super, super important. Donc, alimentation importante, activité physique super importante aussi. Ça, c'est un autre point que j'avais mentionné, mais je ne pensais pas que l'activité physique avait autant de bénéfices sur la santé mentale. Quand je faisais beaucoup plus d'anxiété qui était beaucoup moins gérée, même si j'allais en thérapie, tout ce qu'on me conseillait à ce moment-là, c'était prendre des antidépresseurs parce que c'est la seule ressource qu'il y a de disponible quand tu es stressé, des anti-anxiolytiques puis des antidépresseurs. Donc, puis moi, je voulais pas prendre ces médicaments-là parce que je les avais déjà essayés quand j'étais plus jeune, parce que ça a l'air qu'à 15-16 ans, tu es supposé être tes antidépresseurs quand ça va pas bien. Ça, puis la pilule contraceptive, bien évidemment. Puis rien contre ces choses-là, dans un certain contexte, ça peut être super efficace, mais dans mon cas à moi, je sentais pas que c'était quelque chose qui m'aidait nécessairement. Fait que j'étais comme j'ai essayé ta solution, elle ne fonctionne pas, j'aimerais savoir d'autres avenues. Et ça n'existait pas dans ce temps-là. On n'en proposait pas du moins. Par contre, quelque chose que mon médecin me disait, c'est est-ce que tu fais l'activité physique, tu sais, puis il tapait un peu sur ce clou-là. J'étais relativement très sédentaire quand j'étais plus jeune. Je faisais de l'activité physique, puis je prenais des options au secondaire qui étaient plus de sport justement dans ma semaine parce que je savais que j'étais relativement sédentaire. Je prenais des marches, mais à part ça, pas grand-chose. Fait que c'est ça, mais j'ai tout de suite vu en m'entraînant les bienfaits de l'activité physique. Fait que sur ma santé mentale aussi, puis veux pas la confiance parce que ça a un impact sur l'apparence physique, puis sans que j'ai déjà été particulièrement overweight, j'ai quand même des, entre guillemets, hauts standards pour ce que je veux avoir l'air. Fait que pour moi, c'est important, puis tu sais, hauts standards, c'est très relatif, là. Pour moi, j'atteindrai pas une shape bikini ou une shape de compétition, mais je veux dire, je vais voir mes abdos, je vais être tonifiée, je vais avoir un cube et des épaules puis un petit no-cut. Fait que le fait de pouvoir... Dis avec cette exacte voix-là. Exactement. Ah non, mais le pire, je me souviens, j'avais vraiment dit à ma coach comme, je veux le fameux petit look tonifié, mais tu sais, j'étais comme, je suis le classique basic white bitch, là, comme, c'est ça que je veux. Je m'assume. Fait que c'est ça, fait que tu sais, ça m'apportait beaucoup de confiance en moi aussi de voir que ma shape a changé vers quelque chose que j'aimais plus. Tu sais, encore une fois, sans avoir été overweight, juste de voir que je suis capable d'être un petit peu plus tonifiée que ce que j'étais, d'être quand même relativement lean parce que moi, pour mes standards à moi, c'est ce que je voulais. Fait que ça l'a beaucoup aidé à ce niveau-là aussi. Puis, veux pas, toutes les hormones qui sont sécrétées lors de l'activité physique, avant, pendant, après. Avant, non, là, mais pendant puis après, énormément de bienfaits sur l'anxiété aussi. Fait que si vous négligez l'activité physique, que vous allez pas bien, c'est le même principe pour toutes. C'est pas la motivation qui te pousse à faire quelque chose, c'est faut que tu commences à prendre des actions et à un moment donné, tu vas être motivé de le faire parce que tu vois des bienfaits. Fait que c'est plate parce que comme nos anciennes invitées l'ont mentionné, ça peut prendre 6 mois avant que tu vois un certain résultat ou tu commences à aimer ça. Faut que tu persistes. Puis c'est très difficile, surtout quand tu as des problèmes de santé mentale. Mais à un moment donné, c'est que tu n'as pas le choix. Tu sais, les gens vont avoir tendance à faire rien du tout ou aller all-in à 100%, mais des fois, ça peut être OK, mais je vais intégrer 5 minutes de marche par jour, puis that's it. Ça se peut que pendant 1 mois, 2 mois, ce soit la seule chose que tu sois capable de faire, puis c'est correct, c'est déjà un pas en avant. Versus si tu n'avais absolument rien fait, puis que tu fais le yo-yo encore une fois. Fait que c'est ça, pour moi, 80-20. C'est que c'est toujours une question de contexte puis de nuance, puis je sais que c'est pas sexy sur les réseaux sociaux, puis c'est difficile à sortir en clip pour être accrocheur, mais c'est la réalité pareille. C'est sûr que c'est moins accrocheur que de dire que le sucralose, c'est du chlorapsine. Je voulais pas en parler, mais maintenant que t'en parles. Mais tu sais, si on prend exemple le fameux justement 80-20 de ces 80% alimentation, 20% entraînement, ça va dépendre du contexte. Si on parle de prise de masse, ton 80% d'alimentation, là, si tu t'entraînes comme une guinée, il fera pas grand-chose. Si tu veux prendre la marge, je m'excuse, c'est 100% ton entraînement.
va falloir que tu aies des entraînements intelligents, va falloir que tu pousses fort, puis il va falloir que tu aies une structure assez intelligente pour être capable de récupérer de ces entraînements-là aussi. Si t'es fucking pétant en 5 après ton workout puis que ça te prend une semaine t'en remettre, t'auras beau manger toute la protéine que tu veux, t'auras beau dormir, t'auras beau te faire genre du gun à massage, tu vas être pété pendant une semaine pareil. Rendu là, c'est pas la récupération en soi le problème, c'est ton workout qui est mal structuré. T'as juste fait trop de volume, trop de positions étirées, trop haute intensité, peu importe c'est quoi, peut-être un mélange de tout ça aussi. Mais comme, si tu veux prendre la masse, ça, c'est pas optimal. Puis là, ben, c'est ton training qui est à regarder. Tu sais, si tu veux perdre du gras, ben là, définitivement que ton entraînement va être bénéfique, non seulement pour la dépense énergétique qui vient avec, mais je le rappelle, tu devrais pas t'entraîner pour dépenser de l'énergie, tu devrais t'entraîner pour développer de la force, développer de la masse musculaire, développer une meilleure endurance, être capable d'avoir une meilleure santé métabolique, parce que le tissu musculaire a une dépense métabolique un petit peu plus élevée. C'est beaucoup moins drastique que les gens aiment le prétendre, par exemple, mais ça a une dépense énergétique quand même. Oui, puis si tu calcules ça, mettons, là, tu calcules ce que tu consommes de calories dans une journée, là, alimentation moyenne, là, même pas quelqu'un qui s'alimente bien, là. Puis tu calcules ce que tu es capable de brûler dans un bon workout, là. Un bon gros workout, là, mettons muscu, cardio, tout confondu, là, si tu as dépensé 550 calories, là, Hey, ça, c'était un gros workout. c'est un solide workout, là, genre un vrai gros workout. Là. Si vous voyez des 1000 calories sur vos montres, des affaires de même, je vous confirme que c'est peut-être plus autour de 500 que... Ouais, c'est ça. À moins que c'est parce que t'aies fait genre une ride de vélo de 3 heures, là, c'est une autre histoire, là. C'est ça. Genre vraiment comme plus muscu, surtout est-ce que t'es censé avoir des pauses relativement fréquemment là-dedans? Puis même un workout de cardio, tu sais, je veux dire, 1 heure de Stairmaster ou des choses comme ça, tu sais, un vrai 500 calories, parce que ce qu'on monte sur les machines, c'est pas nécessairement ça, c'est pas nécessairement juste à vous autres, mais c'est toujours bien juste 500 calories, là. Je veux dire, t'as un repas là-dedans, là. Fait que si tu t'entraînes pour brûler des calories, tu vas te décourager sa grand-mère la chaise pliante, là. Ma grand-mère de la chaise pliante me décourage beaucoup, effectivement. Comme, c'est terrible, là, de se dire, mais mettons, faut que je consomme à peu près 2000 calories dans ma journée pour quand je suis relativement, puis ça, c'est pour quelqu'un de relativement active. Puis dans mon workout, j'en ai dépensé 500. T'es comme, ouais, c'est pas gros pour les efforts que tu ressens. Tu vas trouver le temps long, en Tu vas trouver ça rough, là. Fait que, tu sais, l'alimentation, plus dans une optique de perte de gras, c'est sûr que ça va toujours être la priorité numéro 1. Puis rendu là, t'auras beau t'entraîner autant que tu veux si tu continues de manger comme un tas de merde. Ou de manger trop, c'est plate, mais tu peux bien manger puis quand même prendre du poids. J'en ai parlé plusieurs fois avec ma mère. Je sais que t'aimes ça quand je parle de ma mère. Oh, ta mère. J'en ai parlé plusieurs fois, mais tu sais, elle a quand même perdu 30 livres dans la dernière année à 56 ans, hypothyroïdienne. C'est loin, c'est pas parce qu'elle était vraiment overweight. Là, à 5 pieds 9, 160 livres, c'est loin d'être très overweight, là. Mais là, elle est descendue en bas du 130 aujourd'hui. Mais elle mangeait déjà très bien. Ma mère mange super santé. Elle mangeait juste des affaires qui étaient naturellement grasses, des bons gras, mais du gras pareil. Fait en commençant à tracker ses portions, elle a juste diminué un peu, puis là, ben, finalement, elle s'est mise à perdre du poids. Magie. Fait que tu peux très bien manger et quand même prendre du poids. Fait que là, ça, c'est beau que t'as pas le choix d'adresser ton alimentation. Il y en a qui sont mélangés avec ça parce qu'ils sont comme, mais tu sais, mettons, ils vont mettre du sirop d'érable, ou ils vont mettre des avocats, ou ils vont mettre des noix, des affaires de même. Ils sont comme, mais c'est fameux granola. Mais c'est, ou du granola, mais c'est des bons sucres, mais c'est des bons gras. Je te dis pas qu'ils sont mauvais, je te dis juste que sont caloriques et faciles à surconsommer. Tu peux pas éviter la balance énergétique si tu veux perdre du poids. Fait qu'il va falloir que ça, tu l'adresses. Puis tu sais, t'en as parlé un peu aussi, mais il y a des gros facteurs génétiques là-dedans. Puis ça rend le monde inconfortable quand on parle de ça, parce qu'il y a bien du monde qui sont super militants de tu devrais prendre responsabilité puis contrôle, puis c'est ta faute si t'es gros, puis comme tu devrais juste mieux manger puis plus bouger, puis t'es juste un tas de marde, puis comme dans certains cas, ça s'applique pas dit de même, mais dans certains cas, c'est sûr que oui, c'est une question de t'es juste paresseux puis t'as pas envie de bouger, mais il y a aussi une raison pour laquelle t'es paresseux puis t'as pas envie de bouger souvent. Est-ce que t'as des traumas qui t'empêchent de faire quelque chose? Est-ce que t'es peut-être tellement rendu un énorme surpoids que juste aller prendre une marche, c'est difficile en ce moment, que tu sais, comme il peut tellement avoir de facteurs qui viennent jouer contre toi pour commencer une perte de poids que oui, des fois, tu vas avoir besoin de prendre un GLP-1. Oui, des fois, tu vas avoir besoin d'aller chercher une thérapie, idéalement de combiner les deux, de potentiellement aller voir un ou une coach, un ou une nutritionniste ou tu sais, whatever, pour t'aider avec tes entraînements, avec ta nutrition, avec ce qui se passe dans ta tête, avec, tu sais, t'aider avec tes symptômes physiologiques et tout ça. Comme Martin Gendron en a parlé 2 fois quand il est venu au podcast. Sa mère n'avait jamais ressenti de satiété de sa vie avant de commencer à prendre un GLP-1. Comme,
c'est fou quand même, là, quand tu ne ressens jamais la satiété, tu manges, puis t'as encore l'impression d'avoir faim. Elle sent en esti, à un moment donné, qu'il faut qu'elle arrête de manger. Mais quand t'as toujours l'impression que t'as faim, c'est quand tu te dis, ben là, techniquement, c'est trop. Comme, techniquement, quand t'as plus faim, on dirait que t'as comme le signal naturel de bon, c'est assez. Mais si tu l'as jamais, ce signal-là, c'est quand que tu le sais que c'est assez. C'est difficile à dire. Oui, puis si pendant des années, ce signal-là, tu y as tapé dessus en continuant de manger puis de défoncer l'estomac parce que t'es comme, mais c'est bon, mais je veux du dessert, mais il y a ci, mais il y a ça. Surprends-toi pas pourquoi ton corps s'est adapté puis qu'il les a complètement fucké tes signaux de satiété aussi, là, parce que lui, son but, c'est de te faire survivre. Fait que si constamment t'arrêtes pas de dire non, j'ai pas besoin de toi, signal de satiété, non, j'ai pas besoin de toi, je vais continuer à faire à ma tête, à un moment donné, il va faire bon ben, on va reculer. Fait que là, qu'est-ce que tu te ramasses à faire? Manger beaucoup trop pour ce que tu avais de besoin. Oui, puis tu sais, on en a parlé plusieurs fois. On en a parlé quelques fois avec Hugo aussi. Souvent, il y a des patterns psychologiques que tu n'es pas capable d'identifier, que tu essayes d'étouffer avec la bouffe. Puis tu t'en rends même pas compte. Est-ce que c'est parce que tu essayes de compenser pour un stress que tu vis? Est-ce que c'est parce que tu as un past trauma que tu te rends même pas compte qu'il est là, puis ça fait en sorte que ça impacte tes comportements? Tu sais, comme c'est tellement multifactoriel que les gens aiment pas ça parce que ils sont comme moi, mais ça déresponsabilise les gens. Non, ils ont quand même la responsabilité de se prendre en main. Il y a quand même personne qui peut le faire pour eux. Mm-hmm. C'est juste pas aussi simple que de dire bouge plus, mange moins pour beaucoup de gens. Il y en a pour qui c'est vrai que ça s'applique. Ben écoute, tu passes ton temps dans ton divan puis tu manges comme de la merde. Bon, ben peut-être que si tu clinais ton alimentation, tu commençais à bouger un peu plus, ben ça serait mieux. Puis, ben, encore une fois, en parlant des traits de personnalité, tu sais, il y a des gens pour qui ils savent, mais que ça va être excessivement difficile de prendre action à cause de la structure, de la façon dont leur neurologie est faite, leur neuroplasticité est faite ou de leur trait de personnalité. Mais comme tu l'as mentionné, Simon, c'est pas une excuse. C'est pas de se dire, ah, vu que je suis faite comme ça, moi, je peux pas y arriver. Non, vu que t'es faite de même, ça va être fucking plus difficile que la personne à côté qui, elle, a les outils dans son cerveau qui lui permettent de le faire facilement. Tu sais, je vais me prendre comme exemple, on en avait parlé avec Hugo, mais je veux dire, pour moi, c'est juste logique. Je suis comme, je n'aime pas cette shape-là, je n'aime pas telle affaire, je vais tout faire pour le changer, point. Comme, OK, je vis des émotions négatives, super, je vais aller en thérapie parce que clairement, c'est ça la façon la plus efficace pour moi de régler qu'est-ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Je ne vais pas aller dans la nourriture. Pourquoi? Ben, c'est juste pas cohérent avec mes objectifs, c'est pas cohérent avec la personne que je veux incarner, fait que je le fais pas. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, comme si c'est autistically clear, genre, c'est ça qui est ça. Mais pour d'autres personnes, c'est pas aussi simple que ça non plus. Fait que c'est pas de se dire, ah, ces personnes-là doivent le prendre comme excuse. Non. Faut que tu reviennes quand même à prendre responsabilité de le réaliser, d'en prendre conscience, parce que la plupart des gens sont juste pas conscients de leur pattern, de faire, OK, ça c'est mon pattern, j'en prends conscience. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour, tranquillement, pas vite, me défaire de ce pattern-là? Puis ça, c'est aussi votre responsabilité de accepter que ça va prendre du temps. Tu ne peux pas défaire tout ce que tu as vécu dans les dernières années en dedans d'un mois et demi ou en dedans d'un programme de 3 mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les clientes avec qui je travaille, par exemple, dans Cohérence, là, ça prend, je vous dirais, là, autour d'un an, là, ils commencent là, à être solides dans leur identité puis comme à être beaucoup plus, puis à travailler non-stop, là, je veux dire, c'est du développement personnel, puis du développement personnel, puis comme, qui ne lâchent pas, qui sont assidus, qui, oups, on a des downs, super, mais là, on reprend action, on refait quelque chose avec ça. Fait que, un an au moins d'investissement, puis moi, je repense encore aux deux dernières personnes du podcast, un bon 6 mois accompagné ou pas accompagné, mais souvent, les deux, c'est accompagné de, OK, ben, c'est 6 mois qui sont très, très inconfortables, mais que je travaille fort, fort, fort là-dessus. Fait que si vous vous attendez à ce que il y a une solution magique. À ce que du jour au lendemain, vous soyez capable de guérir ce qui se passe dans votre tête qui fait en sorte que vous n'avez pas été capable de prendre responsabilité pour les dernières années. Si vous vous attendez à ce que ça se passe rapidement, là aussi, vous allez être solidement déçu parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissement de soi parce que le temps, là, souvent, on dit le temps arrange les choses. Le temps arrange absolument fuck all si tu prends pas action pendant ce temps-là. Ouais, j'avais sorti à un moment donné un post où est-ce que je disais le temps arrange pas les choses, tu arranges les choses avec le temps qui t'est donné. Voilà. Comme le temps ne fera rien magiquement si toi tu t'assois sur ton cul et tu fais rien. Il va falloir que tu fasses quelque chose avec le temps qui t'est donné pour que ça change. Mais tu sais, une affaire aussi, c'est que je pense que c'est important de le rappeler, puis on l'a fait plusieurs fois à travers les 3 dernières années et demie, mais quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas nécessairement pour toi et vice-versa. Fait que tu sais, c'est important de, je crois,
sais, je pense que nous deux, on est très science-based, mais on est très aussi, on adapte selon le terrain. Fait que, tu sais, je vais avoir des recommandations générales, mais ensuite de ça, je vais m'adapter avec la personne. Ce qui veut dire que, tu sais, exemple, j'ai vu un post hier, je te l'avais envoyé, où est-ce que la personne faisait une comparaison de cardio pour la perte de gras. Est-ce que c'est mieux de faire du cardio en continu ou est-ce que c'est mieux de faire du cardio par intervalle? Puis la personne disait, ben, tu sais, faire du cardio en continu, ça peut être bien, sauf que plus tu fais du cardio en continu, plus ton corps s'adapte à la dépense énergétique et finit par diminuer sa dépense énergétique parce qu'il devient de plus en plus efficace à la faire. Ce qui est vrai. Et donc, il recommandait de faire plus des entraînements par intervalle parce que c'était plus facile de maintenir une dépense énergétique à haute intensité. Ce qui est techniquement pas faux, mais ça manque beaucoup de contexte et nuances selon moi. Je sais pas si vous le savez, là, littéralement tous les bodybuilders qui s'en vont en compétition font de l'entraînement en continu à faible intensité. Pourquoi? Parce que c'est crissement plus facile à récupérer. L'entraînement à haute intensité, c'est exigeant. Si tu dois mixer ça avec tes entraînements de musculation, puis ton travail de 60 heures, puis le fait que ta famille, puis tu sais, whatever, je suis pas en train de dire que ça se fait pas. Il y en a qui sont capables de le faire totalement, puis si t'es capable de le faire, puis t'aimes ça, pour vrai, vas-y, je t'encourage à le faire. Mais pour certaines personnes, ça fit pas du tout. Et de juste dire comme ça c'est moins bon que ça. Il y a beaucoup de gens, c'est de même que les réseaux sociaux fonctionnent, malheureusement. Vous avez le droit de pas aimer ça, mais c'est de même pareil. Il y a bien du monde qui vont voir un clip comme ça puis qui vont être comme « Ah, mais ce qu'il a dit, c'était que l'entraînement continu, c'était de la marde. » Mais moi, j'ai de la misère avec l'entraînement par intervalle. Fait que fuck it, je ferai rien. Parce que tant qu'à pas faire ce qui est mieux, je ferai pas ce qui est comme subpar, tu sais. Mm-hmm. Mon corps va s'adapter rapidement, donc les entraînements que je vais faire à faible intensité ne servent à rien. C'est ça. La deuxième des choses, c'est que c'est vrai que ton corps s'adapte à l'entraînement en continu puis qu'éventuellement, la dépense énergétique diminue. Mais ton corps va s'adapter à l'entraînement à intervalle aussi. À un moment donné, si tu fais le même style de training par intervalle over and over and over, tu vas finir par t'habituer, c'est normal. Je pense que c'est plus facile de progresser sur des entraînements par intervalle que de l'entraînement en continu parce qu'à un moment donné, une marche rapide, il y a un maximum de rapide que tu es capable d'aller en marchant. Avant d'aller dans le plus intense. Là. C'est ça. Tu peux augmenter ton inclinaison si jamais tu le fais sur un tapis, mais tu sais, mais tu vas finir par t'adapter à l'entraînement par intervalle aussi et ta dépense énergétique va finir par diminuer. Ce qui veut dire que si tu veux garder la même dépense énergétique, plus tu t'avances, il va falloir que tu augmentes l'intensité. Si tu augmentes l'intensité, tu augmentes la demande en termes de récupération aussi. Fait encore une fois, c'est pas faux ce qu'il dit. Ça manque juste de contexte et de nuances. Puis le dernier point, j'avais un dernier point avec ça. Le temps que tu le trouves, je vais t'en donner un dernier point là-dessus. Là. Aussi, sur les réseaux sociaux, le problème avec ce genre de message-là, c'est pas nécessairement que c'est faux. C'est que, Simon puis moi, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est à qui bénéficie le message? Et ce genre de message-là, qui manque de nuances, selon moi, ne bénéficie pas aux gens qui vont... que le message va rejoindre. C'est-à-dire que encore une fois, est-ce que ton message aide la population? Les gens pensent déjà, c'est déjà une croyance qui est excessivement ancrée que le cardio à haute intensité, puis ça va être un de nos prochains points, le cardio à haute intensité est meilleur que de la marche ou est meilleur que whatever else pour perdre du gras. Fait que là, ce que tu fais, c'est que dans ton message, tu vas renforcer l'idée chez les gens parce que c'est une croyance qu'ils ont déjà et le cerveau, tout ce qu'il veut, c'est de se convaincre que ce qu'ils croient est vrai. Donc là, tu vas renforcer la croyance des gens de « faut que je fasse plus de cardio à plus haute intensité ». Pourquoi? Ben parce que c'est ça qui est efficace. Alors que ton message aurait facilement pu être le même, mais exprimé de façon différente pour dire à quel point ce qui est important, là, c'est la récupération. Ton corps, encore une fois, là, si tu ne récupères pas, tu n'as pas de résultat. Et tu vas t'en aller en burn-out, comme la plupart des gens font. Il y a des gens qui ont le système nerveux et qui sont génétiquement gifted, qui sont capables des vraies machines, là, genre, qui sont le let's go, on pousse, puis ça va bien, puis récupère bien, puis tu sais, genre des gars nés avec une testostérone naturelle vraiment élevée, des filles aussi, mais comme des gens qui ont un profil qui est fait pour faire ça, puis good for you. Honnêtement, si t'es capable de faire ça, je t'encourage fortement à le faire. Tu récupères bien de ça, tu te sens bien là-dedans, you do you, boubou, let's go. Par contre, la plupart des gens qui vont consommer ce genre de contenu-là sont des gens qui ont déjà de la difficulté à prendre action sur leur santé, qui ont de la difficulté à prendre action sur leur poids. Fait que peu importe qu'ils veulent en perdre ou qu'ils veulent gagner de la masse, c'est des gens qui ont de la difficulté. Donc, de leur dire, OK, mais le petit step que tu serais peut-être capable de prendre à partir de maintenant, il n'est pas assez bon.
je pense pas que c'est un message qui soit nécessairement bénéfique, alors que c'est un clou qu'on a déjà tapé. Ah, cardio à haute intensité, c'est bon. Ouais, mais la marche, elle, à quel point c'est bon pour ton stress, à quel point c'est bon pour ton sommeil, à quel point c'est bon pour ta digestion, à quel point juste aller prendre des marches peut être plus bénéfique pour la plupart des gens que de faire du cardio à haute intensité parce qu'ils n'ont pas la capacité de récupérer, de faire du cardio à haute intensité parce que leur mode de vie ne leur permet pas. C'est des gens qui ont des familles à s'occuper, qui sont super occupés, sans être... Même en faisant un 9 à 5, je veux dire, moi, je connais bien du monde qui font du 9 à 5, des corporate girlies, qui sont brûlés à la fin de leur journée. Là, je veux dire, ça leur tente pas d'aller faire un cardio intense à la fin de la journée, puis sont brûlés. Le matin aussi, c'est peut-être le seul moment qu'ils ont pour eux autres. Fait que tu vas pas leur enlever leur seul petit moment qu'ils ont pour eux autres dans la journée pour aller faire un fucking cardio à haute intensité dehors. Tu sais, mais par contre, aller prendre des marches, ça, peut-être que ça se ferait bien. Ça, peut-être que je suis fatiguée, mais en revenant du travail, là, ça me fait du bien d'aller prendre ma petite marche en venant. Puis en plus de ça, le soir, si t'es faite comme moi, t'entraîner le soir, ça marche pas. Pourquoi? Ben parce que pas juste à cause de ça, mais t'as un spike de cortisol, puis après ça peut être beaucoup plus difficile à faire redescendre. Donc, ton sommeil, tu peux faire de l'insomnie, avoir de la difficulté à t'endormir ou te réveiller vraiment souvent, ce qui va négliger ta récupération. Donc, qu'est-ce qui serait le mieux? Ben, j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner, j'ai pas encore de l'énergie pour faire ça, mais j'aimerais ça améliorer mes habitudes de vie. Tu peux-tu aller prendre des marches, soit le matin ou le soir? Ouais, ça, je suis capable de le faire, ça me demande pas trop d'efforts, ça me stresse pas non plus, ça se met bien dans ma routine, j'ai un chien, je peux l'amener dehors aussi. Tu sais, fait que la marche peut être excessivement bénéfique dans un certain contexte et plus souvent qu'autrement, va être beaucoup plus bénéfique pour la plupart de la population de monsieur, madame, tout le monde. Fait que si t'es capable de faire du cardio à haute intensité, good. Mais sinon, la marche est très, 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 ou du cardio à basse intensité, excessivement bonne pour ta santé aussi. Ouais, tu m'as fait rappeler mon dernier point qui était ça. Le cardio à plus faible intensité est beaucoup plus facilement accessible que le cardio à haute intensité. Tu sais, on prend juste une marche rapide. Mm-hmm. T'as besoin de littéralement rien pour être capable de faire ça. Tu peux faire ça à ton bureau, 20 minutes pendant ton heure de dîner. Tu peux en faire un petit peu avant, un petit peu après. Tu sais, si c'est un walking pad, tu peux faire ça chez vous. Ça prend pas trop de place. Comme c'est très facile d'aller chercher du cardio à faible intensité. Versus le cardio à intervalle à haute intensité, ça te demande un peu plus de planifier tes affaires, ça te demande peut-être un certain équipement si jamais t'aimes pas courir ou si jamais t'as mal aux genoux ou tu sais, peu importe quoi. Fait que c'est plus exigeant, ça te demande plus de planification, ça te demande plus de récupération. Fait que, puis encore une fois, je suis pas en train de dire que le cardio à intervalle, c'est une mauvaise chose. C'est juste pour dire que c'est peut-être moins pertinent pour la moyenne des gens, ou du moins pour certaines personnes, puis de juste dire que ça, c'est mieux que ça, va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont faire comme ben là, moi j'ai ça en faire, fait que tant qu'à ça, j'en ferai juste pas. Puis encore une fois, c'est pas que ce qu'il disait était foncièrement faux, c'est plus une question que ça manque de contexte. Puis la réalité, c'est que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est du monde qui vont prendre ce que tu dis comme un fait, puis qui vont se faire une opinion basée là-dessus. Ils ne remettront pas ça en question, puis ils vont juste soit le prendre pour du cash ou faire comme ah ben ça fit pas avec moi, fait que fuck it, tant qu'à ça je ferai rien. C'est pour ça que le contexte et la nuance sont importants. Puis c'est plate parce que sur les réseaux sociaux, ça pogne pas ce genre de contenu-là. Le contenu de nuance et de contexte, ça pogne pas parce que ça capte pas assez. C'est pas magique, c'est pas excitant, c'est plate à entendre. Mais c'est la réalité pareil. Ça fait 20-25 minutes qu'on enregistre. On a fait un point à date. Voyez-vous à quel point on ajoute du contexte autour de ça puis de la nuance? Parce que c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on s'est parti un podcast. Parce qu'on pouvait avoir une plateforme où on allait pouvoir avoir le plus de contexte et de nuances possible pour donner toute l'information. Puis rendu là, bottom line, ça revient à fais ce qui colle le plus avec toi. Si toi, t'aimes ça faire de l'entraînement à intervalle, fais de l'entraînement à intervalle. Si toi, tu préfères faire de l'entraînement en continu, fais de l'entraînement en continu. Fais celui que tu es le plus susceptible de garder à long terme. Moi, l'entraînement par intervalle, j'aime ça de temps en temps, mais je trouve ça exigeant. C'est crissement plus facile et le fun pour moi de faire mon heure de cardio le matin en gamant à Baldur's Gate. J'ai du fun parce que je fais de quoi que je trouve le fun en même temps. Je pourrais pas faire ça en faisant mes intervalles. Je me crisserais dans mon bureau puis comme tout sacrerait le camp. Fait que trouve ce qui colle à toi le plus possible. Puis s'il vous plaît, arrêtez de juste prendre ce que les gens disent at face value puis pousser un petit peu plus loin. Martin Gendron avait fait une story relativement récemment par rapport à ça où est-ce qu'il est comme poser des questions, challenger le monde un peu. Puis si tout ce qu'ils sont capables de vous dire, c'est soit de vous rabaisser ou d'essayer de se justifier
en se citant comme source, ou peu importe c'est quoi, clairement, ils savent pas de quoi ils parlent. Ou s'offusquer, que vous les challengez, clairement, ils savent pas de quoi ils parlent, puis ils essayent de vous vendre quelque chose. J'ai rien à ajouter. Voilà. On va finalement passer au deuxième point. Fait que le deuxième point qui était les rep range pour la prise de masse, la force, l'endurance. Là, comme moi, j'ai longtemps cru que, tu sais, mettons, 1 à 5, c'était de la force. Mettons 1 à 6 peut-être. Le 8 à 12, c'était la prise de masse. Puis, mettons, 15 et plus, c'était de l'endurance. Le 13-14 reps n'existait pas. Là, c'était 12 et 15. Puis, entre 13-14, ça n'existe pas. C'est des chiffres weird. 7 aussi. 7, 13, 14, c'est des chiffres qui n'existent pas en rep. Mais j'ai longtemps cru ça, puis je me souviens quand je commençais comme entraîneur au Énergie Cardio, à un moment donné, il y avait un des coachs avec qui je travaillais qui se faisait suivre par l'entraîneur-chef qui était là. Puis lui faisait surtout des trainings style powerlifting, là, un peu plus de squat, bench, deadlift, un peu plus de heavyweight, des affaires comme ça. Puis je me souviens, j'avais la conversation avec l'entraîneur-chef à un moment donné de lui dire comme ouais, mais tu sais, en faisant de la force, tu prends pas tant de masse. Là. Puis lui, il était comme il a pris de la masse quand même pas mal en faisant des trainings de force. Puis, il faisait pas nécessairement du 1 RM tout le temps. Là. Il faisait du genre 3 à 5, genre, là, des affaires comme ça. Puis il y avait des exercices accessoires après qu'il faisait avec un petit peu plus de volume, mais il était comme il a pris de la masse là, en faisant ça. Moi, on dirait que je le croyais pas au début. J'étais comme, mais non, on sait bien là, que faire de la force, tu prends pas de la masse avec ça. Ben oui, tu peux prendre de la masse en faisant de la force. Là, ton 3-5 reps, tu le pousses On fort, sait là. tous que les powerlifters sont très petits. Ils sont très petits, exactement. Mais moi, j'avais en tête plus les haltérophiles qui sont habituellement pas si gros que ça. Mais ça lève des estis de grosses charges. Mais là, c'est plus parce qu'un haltérophile, faut pas que tu sois trop gros parce qu'il faut que tu sois hyper mobile pour être capable de faire ça aussi. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai vraiment longtemps cru ça. Moi, c'était le 8 à 12, c'était ton rep range pour prendre la masse. Puis comme au-delà de ça, ben tu faisais plus comme de l'endurance, c'était moins de la prise de masse. Puis en bas de ça, ben là, tu faisais plus de la force, t'allais pas nécessairement prendre de la masse. Tu sais, je voyais ces phases-là comme c'est une phase d'investissement, mettons, pour te permettre de lever plus lourd après dans tes phases de prise de masse. Puis j'étais comme hey, du 3 à 20, 25, 30 reps, là, si tu te pousses vraiment fort dedans, tu vas prendre de la masse. Là. Tant que tu vas à l'échec, proche de l'échec, moi. On dit à l'échec parce que si on dit 5 reps proche de l'échec, vous allez être à 15 reps proche de l'échec, puis là, ça marche pas. Là. Mais ouais, non, ça, comme je dis, moi, c'est vraiment en entraînement que, encore une fois, c'était l'information que j'avais de disponible à ce moment-là. Ça, le temps sous tension, fait que faut que tu passes de 40 à 70 secondes de temps sous tension pour développer ton edge. Puis, c'est drôle parce qu'avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, tu sais, on a la réaction de « Voyons, Christy, ça fait pas de sens. » Mais comme... Dans le temps, on le croyait, là. Oui, c'est ça, mais dans le temps, c'était ça. La science, elle était là, tu sais, c'était comme « Faut que tu sois en temps. » Puis aujourd'hui, depuis quand même très longtemps, là, depuis après les formations Body Mechanics, puis de plus que je lis, j'écoute, je consulte de choses là-dessus, ça me fait rire les gens qui, ben comme toi un peu, là, mais qui s'intéressent full... Puis s'intéresser, là, tu sais, pour le fun, à... C'était plus populaire dans le temps, là, mais ça aussi, c'est un autre point, là, l'over-complexification des exercices. La là. suroptimisation. C'est ça. Fait que ça, mais de comme, OK, mais là, pour que ton lat pull down ou comme ton row soit vraiment efficace, faut que tu te mettes dans tes langues parce que là, tu vas aller chercher plus telle fibre puis telle affaire. Puis moi, depuis qu'on m'a dit pouce Chris, puis genre... Puis que je me rappelais, j'étais comme, hey... Il y a la science, puis il y a le bro science, mais je suis comme les bodybuilders, genre Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, tous ces gens-là qui sont excessivement huge. Dans le temps, là, j'entraînais pas mal comme des envies de chier, là, pas te mentir, mais au niveau de la technique, tu sais, il était pas dégueulasse, là, j'exagère, mais comme la technique, t'as pas ce qui était le plus important, c'était on va faire ça lourd, on va faire ça fort, puis bon, leur corps a payé parce que ça manquait de technique, mais au niveau de bâtir de la masse musculaire, qui était le but principal de l'entraînement, au niveau d'aller chercher un certain esthétique, je m'excuse, mais ces gars-là, ils étaient insane, là. Complètement insane, là. Puis, il n'y avait pas de « Ah, mais là, il faut que je fasse comme mon row à telle angle pour telle affaire, pour aller recruter tel muscle, puis telle fibre, puis nanana. » Puis, il n'y avait rien de ça. Fait que j'étais comme, il peut-tu avoir un juste milieu entre la science, comme science, hard science base, puis le bro science? Parce que comme le bro science, ça vient quand même avec des blessures, des ci, des ça, puis je pense qu'il y aurait moyen quand même de l'adapter à monsieur, madame, tout le monde, puis de l'adapter à certains besoins plus spécifiques. Puis le bro science, je suis comme, je veux bien, là. Mais comme, dans la réalité, là, les gens sont pas bodybuilders, sont pas passionnés par l'entraînement. Fait que ta petite madame, là, ton petit monsieur, là,
c'est déjà bon qu'il ou elle aille au gym, point, puis qu'il ou elle fasse des exercices. Ton but, c'est que la personne ne se blesse pas puis qu'elle ait des résultats. Qui en bout de ligne, là, c'est ça. Ne te blesse pas, aie des résultats. Comment est-ce que je peux y arriver? Ben, pose Chris. Fin. Ça revient vraiment beaucoup à ça. Puis c'est drôle parce que, justement, tu sais, comme tu dis, moi, j'ai été beaucoup dans la science de l'entraînement parce que c'est légitimement quelque chose qui m'intéresse. Mais je me suis relativement vite rendu compte qu'à un moment donné, de tout essayer de suroptimiser finissait par tellement compliquer les choses pour rien pour les clients qu'ils finissaient par avoir moins de fun puis pousser moins fort. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, comme tu dis, là, hey, je veux que tu travailles ton lat, fais attention que ta poulie soit exactement dans tel angle au lieu de tel angle, puis que... Hey, faut peut-être chercher le bench dans l'heure de pointe parce que là, faut que tu sois absolument supporté pour aller aux poulies, puis là, les poulies, ben là, faut que tu prennes celle-là, puis là, t'es comme... Moi-même, en tant que coach, là, qui est on s'entend au CSM, il y a rien que ça de la place, là. Puis moi, tu me demandes de me complexifier un setup de même, là, je fais juste pas l'exercice. Non, c'est ça. Tu sais, moi, des fois, je vais le faire juste parce que je le trouve plus confortable, puis je préfère le faire comme ça. Mais comme je me fends pas le cul en 4 pour ça non plus. Là. Tu sais, à un moment donné, ça revient beaucoup. Tu sais, autant le rep range que la suroptimisation d'exercice, ça revient toujours à pousse Chris. Pousse le plus fort que tu es capable, rapproche-toi de l'échec musculaire le plus que tu es capable pour au moins 1 à 2 séries par exercice. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. That's it. Fais ça pour 1 à 3, dépendamment maximum, exercices par groupe musculaire dans ton workout. Idéalement, entraîne chaque muscle 2 fois dans ta semaine pour optimiser justement la fréquence d'entraînement. Au-delà de ça, là, hey, tu peux faire bien des affaires, puis fais des affaires que tu vas trouver le fun, ça va rendre ça pas mal plus facile. Ça veut pas dire que tu devrais juste faire des affaires le fun, parce qu'à un moment donné, il faut que tu sortes de ta zone de confort aussi. Mais c'est... Tu sais, j'aime en apprendre plus, puis on en avait parlé, je pense, dans le dernier podcast avec Félix aussi, où est-ce que j'aime en apprendre plus là-dessus, mais plus j'en apprends là-dessus, plus je me rends compte que c'est que plus tu pousses dans les détails, plus c'est juste des détails comme changement que tu vas voir aussi. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, la différence entre faire ton row avec telle angle puis ton row avec telle angle, là, est fucking minime. Là. Ça s'adresse peut-être à 0.01 de la population, puis ceux-là, c'est les élites du bodybuilding. Puis rendu là, est-ce que ça va tant faire une différence que ça? Moi, ça me fait toujours rire les bodybuilders en général qui sont comme « Ah, je peux attribuer ma prise de masse musculaire à tel muscle avec tel exercice. » Comment tu le sais? T'en as fait genre 75 exercices. Comment tu le sais que c'est lui en particulier qui a fait tant une différence que ça? Fait que tu sais, oui, on a de la science qui regarde tel exercice versus tel exercice. Est-ce qu'il y en a un qui a tendance à donner des meilleurs résultats? Oui, dans ce contexte-là. Avec cette clientèle-là, pendant cette période de temps-là. Puis ça me fait rire parce qu'encore une fois, je vais le ramener, là, mais tout est dicté par 3 choses. Votre génétique, votre système endocrinien et votre système nerveux. Point. C'est tout. C'est ces 3 affaires-là qui vont décider est-ce que telle affaire est efficace pour toi ou pas. That's it. That's all. Le côté génétique, c'est le plus gros des 3 là-dedans. C'est le plus gros des 3. Comme t'auras beau avoir le plan d'entraînement le plus optimal sur papier, que ta nutrition soit dialed in, que tu dormes bien, que tu sois pas quelqu'un de stressé, que ta fréquence d'entraînement soit bonne, que tu pousses tes charges, que tu fais du progressive overload, ça se peut que t'aies quand même l'air d'un juste un peu plus gros piquet à la fin de tes 10-15 ans d'entraînement parce que t'as la génétique pour. C'est plate, mais c'est ça. Comme il y en a que, tu sais, Matt en a déjà parlé, il y avait un gars qui s'entraînait au Pro Gym avec lui, il disait c'était un genre de gros noir à genre 6 pieds 1, 6 pieds 2, qui shoulder press 225 au-dessus de sa tête debout, puis quand tu lui demandes ça fait combien de temps qu'il s'entraîne, il est comme bon, je m'entraîne de temps en temps pour le fun. Ah, ta nutrition, ça a l'air de quoi? Oh, il suit pas vraiment de plan, il mange ce qu'il tente, puis comme fucking Jack, il a ses abdos, puis comme il y a du monde qui ont juste une génétique de freak. Il y a du monde qui ont une génétique de marde. Puis il y a la moyenne des gens qui est à quelque part entre les deux. Fait faut que tu fasses avec la génétique que tu as. Ça veut pas dire que tu devrais pas essayer d'optimiser ce que tu peux optimiser. C'est juste que... Mais ça revient à pousse Chris, puis blesse-toi pas. Ça revient à pousse Chris, fais-le, entraîne-toi intelligemment pour éviter de te blesser. Essaye d'optimiser le reste le plus possible. Ta nutrition, ton stress, ton sommeil. Au-delà de ça, ben... patiente. Il n'y en a pas de truc magique. Non. Il n'y a pas d'exercice magique, il n'y a pas d'aliments, de timing, de repas, de whatever qui va changer grand-chose. Qui mène à notre prochain point, le fucking timing de repas. L'espèce de fenêtre anabolique là, de post-workout, il fallait absolument rentrer quelque chose. Moi, j'ai cru à ça longtemps. Là. Je me souviens, j'avais eu une conversation avec un de mes oncles à un moment donné, puis je parlais que je prenais des shakes de protéines, tu sais, post-workout. Dans ce temps-là, c'était ça mon post-workout. C'était un shake de protéines, c'est tout. T'sais. Puis je commençais à prendre des shakes de protéines dans ce temps-là. C'était
Tu commençais les stéroïdes. C'était tout le ouais, exactement. Puis je me souviens, il m'avait regardé, puis il était comme, mais tu pourrais pas juste prendre une poitrine de poulet, mettons? Puis je me souviens, dans ce temps-là, j'étais comme, non, mais tu comprends pas, c'est parce que ça prend de la protéine rapide après un entraînement, comme pour vraiment comme kickstart ta récupération, puis ça change fuck all, guys. Le type de protéine que tu vas manger, le timing que tu vas le manger, si tu le prends 0.4 secondes après avoir fini ta dernière rep, que genre tu cours dans les vestiaires pour aller chercher ton shaker, tassez-vous, ça me prend mon shake, ou que tu prennes ton repas une demi-heure, 1 heure, 2 heures après, c'est ton total à la fin de ta journée qui va être le plus important. Puis que t'aies pris une poitrine de poulet, du yogourt grec, des œufs, un shake, t'es vegan, t'as pris du tofu, comme whatever it is, t'es pas vegan, t'as pris du tofu, mais comme peu importe c'est quoi. T'as mangé du gazon. Ouais, tu sais, je veux dire, si t'as envie d'être une vache puis de brouter du foin, tu fais ce que tu veux, mais... Les viandes du ruisseau. Oui, fortement recommandé. Mais c'est vraiment ton total à la fin de ta journée qui est le plus important. Puis les gens réalisent pas souvent, sont comme ouais, mais là, il y a l'espèce de vieux bro science de là, quand tu finis de t'entraîner, t'es en mode catabolique, là, ton corps est en train de défaire les tissus musculaires. Hey, sais-tu à quel point ça prend du temps puis de l'effort de défaire de la masse musculaire, là? Oui, c'est plus facile de défaire du tissu musculaire que d'en bâtir, mais c'est pas un workout et 1 heure après qui va faire en sorte que tu vas perdre ta masse musculaire. Surtout si tu as mangé un repas avant. T'as probablement encore des acides aminés et du glucose dans ton sang qui circule 2-3 heures après ton entraînement de ton repas d'avant. Ton processus de digestion prend en moyenne 6 à 8 heures. Fait que ton repas que t'as mangé pré-workout, là, il y a des grosses chances que tu sois encore en train de le roter après ton entraînement. Ça se peut que tu t'aies pas trop... peut-être rendu dans ton intestin, là, mais comme... Ouais, mais tu sais, comme... T'auras peut-être pas besoin dans l'immédiat de rentrer de la protéine, tu sais. Encore une fois, tu sens pas encore la faim, là, je veux dire. Non, c'est ça. Puis encore une fois, si tu veux rentrer un repas tout de suite après ton entraînement, comme il y a rien de mal à le faire. Je suis pas en train de dire ne le fais pas. Ce que je te dis, c'est que c'est pas une nécessité. Tu ne perdras pas de gain parce que tu rentres pas un workout dans les secondes après ton entraînement. Même si t'attends une demi-heure, 1 heure. Parce que tu dis, tu rentres pas un workout dans les secondes après ton entraînement. Mais tu sais, je te conseille pas de rentrer un workout après ton workout. Mais tu sais, tu ne perdras pas de gain juste parce que tu rentres pas un repas dans les secondes tout de suite après ton workout. Tu pourrais attendre une demi-heure, 1 heure, 2 heures au pire. Ça serait pas grave. Si ton total à la fin de ta journée il est le même en termes de protéines, de glucides, de lipides, ton total de calories est sensiblement le même, ça va revenir au même. Il y en a qui ont pas faim après un workout aussi, là. 100%, puis ça me fait penser à une croyance qui était très populaire et que j'ai semi-cru, mais comme encore une fois, c'est ça l'information qui est accessible, donc c'est celle-là que je prends. Mais faut pas que tu manges après 6 heures si tu veux perdre du gras. Ah mon Dieu, ça a tellement été populaire. Ça, hey, je sais pas d'où ça vient, cette affaire-là, mais comme moi, ça m'a traumatisé. Là, les premières fois que j'essayais de perdre du gras, justement, j'étais comme, OK, mais là, après 6 heures, faut pas que je mange. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Ben, Christy m'a me gavé avant 6 heures parce que je veux pas. Ça, c'est comme quand j'avais des chirurgies puis qui étaient comme, vous devez être à jeun à partir de minuit. Moi, à minuit moins 1. C'est pas vrai, je vais avoir faim. Mais... c'est sûr, j'aurais faim pareil. Ouais, c'est sûr, j'ai faim pareil, mais comme, au moins, j'ai mieux prévenir. Mais en tout cas, mais c'était très drôle. Mais ça aussi, tu sais, puis, tu sais, quand tu prends le temps de réfléchir un peu à ce qui est dit, là, le corps, il n'y a pas une horloge interne qui est comme, il est 6 heures, à partir de maintenant, tout ce qu'on consomme s'en va dans le gras, tout de suite. Le gras, oui, non, mais c'est pas grave, ça n'a pas mangé de la journée. Après 6 heures, ça s'en va dans le gras. C'est des protéines dans le gras. Pour les muscles, pas de besoin, on s'entorche. Acides aminés dans le gras, let's go, ah ouais, on amène ça dans le gras. Vitamines et minéraux, gras. Genre... Après, il est 6 heures. S'il y a quelqu'un qui est bon en animation, est-ce qu'on peut prendre ce clip-là puis faire juste une petite scène de genre dessin animé par-dessus, ça serait cœur, hein? Mais comme, tu sais, c'est pas de même, ça marche le corps. Je veux dire, même on dit autour de la journée, mais même tu peux le calculer sur ta semaine. Tu sais, je veux dire, si y a une journée que t'as été moins tête, bon, ben rattrape-toi genre la journée d'après, puis genre à la fin de la semaine, tu risques d'être correct, là. C'est vraiment, it's not that deep. Là. C'est drôle parce que j'en parlais avec une cliente hier qui me posait la question, elle dit, ça va peut-être être une question niaiseuse, mais elle dit, mettons, quand je prends un repas 1 heure ou 2 avant de me coucher, genre une collation, whatever, je mange avant d'aller me coucher. Puis que je m'en vais me coucher, techniquement, cette énergie-là, elle dit, je la dépense pas, parce que je m'en vais me coucher. Elle dit, ça veut-tu dire que c'est ça? Ça veut-tu dire que je vais la stocker? Je suis comme, je dis, voilà un peu comme
quand tu reçois, mettons, ta paye. Mettons, la moyenne des gens se reçoit une paye aux 2 semaines, plus ou moins, généralement. Mettons que tu reçois ta paye aux 2 semaines. Cool. Mais si tu reçois ta paye, mettons, tu reçois ta paye le lendemain que ton loyer est passé. Tu n'as pas nécessairement besoin de faire une grosse dépense tout de suite. Ben, tu vas le mettre de côté. Mais si à la fin de ton 2 semaines, tu as fini par faire plus de dépenses que ce que tu avais reçu sur ta paye, tu vas être dans le trou. C'est un peu le même principe. Il y a pas de timing, c'est une question que tu vas stocker pour l'instant ce que tu n'utilises pas, puis tu vas l'utiliser éventuellement quand tu vas en avoir de besoin. Fait que tu sais, tu vas pas nécessairement l'utiliser maintenant, mais quand tu vas après ça, tu sais, mettons le lendemain, tu jeûnes toute la journée pour peu importe la raison, puis je sais pas, si t'es policier, tu dois faire une poursuite à la course après quelqu'un, puis t'as pas amené tes lunchs comme Francis. T'as pas apporté tes lunchs comme Francis, fait que là tu te ramasses à être à jeun, mais tu dois aller chercher ton énergie à quelque part, mais c'est ton énergie que tu vas avoir stockée de la veille puis des jours d'avant. Puis tu sais, l'énergie que j'utilise aujourd'hui, c'est probablement pas l'énergie de ma collation de juste avant. C'est probablement l'énergie que j'ai stockée des repas d'avant. Sinon, il est à une collation près là, de la c'est ça. Fait que tu sais, l'énergie que je dépense en ce moment, c'est probablement l'énergie de mes repas de hier, avant-hier, tu sais, whatever, que là, ils ont été stockés, que maintenant, je peux utiliser. Fait que tu sais, je pense que c'était ça la mentalité derrière le on peut pas manger après 18 heures parce qu'on s'en va se coucher, fait que c'est de l'énergie qu'on ne dépensera pas. Mais tu dépenses pas l'énergie que tu ingères dans la minute où tu l'ingères. Tu le stockes, puis éventuellement tu le dépenses. Au même titre que tu reçois ton chèque de paye, tu t'en vas pas le dépenser tout de suite. Là. Tu le mets dans ton compte de banque, puis éventuellement tu vas l'utiliser pour autre chose. Mais maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que ça a été très popularisé parce que un des problèmes principaux principaux, hein, c'est ça, j'étais pas sûre, des gens avec l'alimentation, c'est qu'ils vont snacker le soir. Beaucoup, parce qu'ils mangent pas assez de protéines, généralement, et pas assez tout court dans leur journée, qui ont des grosses fluctuations de glycémie dans la journée qui font qu'ils arrivent le soir. Ah, tiens, j'ai un gros craving de manger tout, traverser mon armoire au complet. Fait que je pense que ça a peut-être été popularisé pour ça, pour inciter les gens à ne pas snacker le soir, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que c'est vrai que t'es pas supposé de snacker. Si tu manges parce que t'as un repas de prévu dans ta journée, mettons une collation qui était à ce moment-là, parce que c'est là que ça fitait dans ton horaire, mais t'es pas supposé crever de faim avant d'aller te coucher non plus. Tu sais, une petite collation, un petit quelque chose, ou dépendamment de ton horaire, encore une fois, peut-être que t'es rendu à ton souper, si tu manges 3 gros repas. Mais reste que ça devait être pour prévenir le snacking de, bon, ben effectivement, c'est sûr que si tu traverses un sac de chips à tous les soirs ou que tu traverses un sac de bonbons ou de petits gâteaux ou de peu importe avant d'aller te coucher, ben premièrement, c'est que ça va avoir un impact négatif sur ton sommeil. Deuxièmement, sur ton stress et ta glycémie. Puis oui, l'indice glycémique est pas important. Ta fluctuation de glycémie est relativement importante dans la journée, dans le sens où ton énergie sera pas stable et tu risques d'avoir des cravings si ta glycémie fait des montagnes russes pendant la journée. De là, avoir un moniteur puis de la monitorer comme quelqu'un de diabétique, pas nécessairement, mais fais juste porter attention. Ah, j'ai mangé tel repas, j'ai un gros crash après. Si t'es tout le temps en train d'avoir envie de faire une sieste dans ton petit crash de cortisol vers 3-4 heures, puis que t'arrives le soir, t'as faim, t'as envie de tout traverser, puis que quand tu manges rien que des toasts le matin, tu te rends compte, Christy, j'ai envie de manger du sucre toute la journée. Ouais, tout se pourrait qu'on ait besoin de stabiliser un petit peu ta fluctuation de glycémie, c'est pas une mauvaise idée. Fait qu'il y a ça. Mais fait que je pense que ça devait être un peu pour ça. Puis c'est complètement opinion et brainstorm, là, mais... Ben, c'est pour ça que moi, dans des situations comme ça, j'aime ça questionner le monde pour que eux-mêmes remettent en question leur propre logique. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'ils vont répéter parce qu'ils l'ont entendu, mais ils savent pas pourquoi eux-mêmes, ils l'ont accepté comme fait. Puis quand t'es questionnes là-dessus, ils savent pas trop quoi te répondre. Fait que tu sais, quelqu'un m'arrive puis il est comme, ah, mais tu sais, il faut pas manger passer genre 18 heures parce que sinon, tu vas tout le stocker en gras. OK, mettons que tu jeûnes toute la journée. Et que tout ce que tu prends après 18 heures, c'est genre un bol de yogourt grec avec des fruits. Penses-tu que tu vas stocker en gras? Ben, probablement pas. OK, mais pourquoi? Ben, parce qu'il me semble que ça sera, tu sais, c'est presque c'est santé. rien. Soit c'est santé, ou parce que, tu sais, c'est presque rien, là, que tu peux difficilement stocker juste du yogourt puis des fruits. OK, fait qu'est-ce que c'est l'heure ou est-ce que c'est les quantités? Ah, mais c'est peut-être plus les quantités. Ah, OK. Et la qualité nutritionnelle. Et la qualité nutritionnelle. Fait que tu sais, c'est sûr que... Assez d'aminer passé 6 heures. Gras! Brûler du gras! Brûler du gras. Mais tu sais, c'est sûr que la qualité nutritionnelle risque d'influencer beaucoup, les choix que tu vas faire, mais quelle quantité tu vas manger. Parce que tu sais, si tu manges des chips, pas mal plus facile à surconsommer
que ton bol de yogourt grec avec des fruits puis tu sais même un scoop de protéines dedans. Là. Ça va te bourrer pas mal plus. Puis habituellement, quand t'as fini, t'es correct pour un petit bout. T'sais, moi, c'est ça, j'ai mangé en collation tantôt. Correct pour un bout. Une tasse de yogourt grec avec un scoop complet de protéines puis des fruits, là. Je m'en rachète, c'est bon. Ils sont vraiment bons. Pour vrai, là, yogourt grec, un scoop de protéines limitless à saveur de noix de coco puis des fruits, là. Je sais que tu nommes celle-là. Si t'en nommais pas, c'est moi qui le fais. Pour vrai, je la trouve très bonne en creamy, mais dans les yogourts grecs, là, avec des fruits, fantastique. Cette protéine-là, là, cuisiner avec, faire des muffins, tout faire avec la limitless coconut, là, je vous le dis. Ouais. Je vous le jure. On n'est pas sponsor du tout. Elle est juste vraiment bonne. Elle est juste excellente. Bref. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste de... Faut que je m'en rachète. Oui, il y en a en bas. C'est juste de contextualiser puis d'être capable de regarder le big picture. Est-ce que c'est tant le fait que tu as mangé après 18 heures ou est-ce que c'est le fait qu'après 18 heures, tu as mangé des chips, des biscuits, du chocolat, du whatever? Ça se peut que si tu coupes ça, tu aies tendance à avoir plus de facilité à perdre du poids, mais c'est-tu parce que tu as arrêté de manger le soir ou c'est parce que tu as arrêté de manger de la scrap? Mm-hmm. Ensuite de ça, machine versus free weights. Moi, j'ai longtemps dit... les machines le moins possible, ça vous prend c'est des poids libres que ça prend. Les poids libres, c'est plus fonctionnel, c'est plus adapté en dehors du gym, ça vous prend... Moi, j'ai pas pensé ça. Moi, j'ai longtemps cru ça. C'est juste parce que j'avais pas assez de connaissances pour avoir une opinion là-dessus. Moi, j'ai longtemps cru ça, honnêtement, puis j'en donnais un peu à certains clients. Puis, tu sais, mettons, dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, de la manière que ça fonctionnait quand t'avais pas des clients qui étaient récurrents, c'était juste comme... Avec l'abonnement du client, il vient une rencontre avec un entraîneur, puis c'est tout. Puis t'as 1 heure avec le client pour y faire son évaluation complète et le plan d'entraînement avec lequel le client va repartir. Il faut que tu goals en esti. Fait que j'avais tendance des fois à donner plus de machines à des clients que je voyais comme ça parce que je me disais si j'ai moins le temps de faire une évaluation plus en détail, ça va être souvent c'est plus stable les machines, fait que ça va être plus facile. Puis je suis comme... Pas besoin de savoir squatter, tu vas travailler tes jambes pareil, je te mets sur un leg press ou des affaires comme ça. Mais quand j'avais des clients vraiment comme one-on-one, plus fréquemment, là, j'avais tendance à aller plus avec les free weights parce que je trouvais donc que c'était mieux d'être capable de faire des free weights. T'sais. Puis honnêtement, là, non seulement en termes de prise de masse, les machines sont égales si c'est pas supérieur parce que justement, plus de stabilité égale moins de compensation. Mais il y a des études qui ont été faites sur le côté plus athlétique, machine versus free weights, saut en longueur, saut en hauteur, agilité, rapidité, des affaires comme ça. Puis il y avait pratiquement aucune différence entre les free weights et les machines. Fait que faut qu'on arrête de dire que les machines, c'est pas fonctionnel. Encore là, il faut définir c'est quoi fonctionnel. Pour un bodybuilder. Tu sais, fonctionnel égale ça remplit la fonction. Un bodybuilder, avoir des gros biceps, pas mal ça fonctionne. Ça remplit pas mal sa fonction. Pour l'haltérophile, si t'as des gros biceps, tu seras pas capable de rattraper ta barre quand tu fais ton clean. Moins fonctionnel. Fait que je te ferai pas faire des curls. Fait que tu sais, c'est juste qu'est-ce qui est fonctionnel dépend du contexte. Faire les mouvements de la vie de tous les jours, ça se peut que t'aimes mieux faire des exercices avec des poids, puis du bodyweight, puis voire même de la calisthénie parce que tu vas utiliser ton corps d'une façon qui est plus fonctionnelle à tes mouvements de tous les jours. Oui, puis encore là, tu sais, mettons, Moi, je fais le drapeau tous les jours. Oui, clairement. Mais tu sais, mettons, je vais prendre un exemple bien facile, le pull-up. Ben du monde qui ont comme objectif de vouloir faire un pull-up, ce qui est très cool. Là. Moi, je trouve ça exigeant faire un pull-up, mais j'aime ça être capable de faire des pull-ups, mettons. Sauf que, tu sais, il y a bien du monde qui vont dire, mettons, un pull-up, c'est vraiment plus fonctionnel qu'un lat pull-down. OK, parce que je sais pas dans quel contexte que tu serais assis avec les genoux barrés que tu tirerais quelque chose à toi. Mais combien de fois dans ta vie est-ce que tu vas légitimement avoir à te tirer d'une barre pour être capable de te monter après quelque chose? À moins d'être genre un pompier que tu dois monter après quelque chose pour aller chercher quelqu'un en haut, là. Ouais, moi, c'est plus un exemple de, mettons, faire des walking lunge versus faire du leg extension. Ouais, mais encore une fois, c'est plus le côté, ça travaille pas de la même manière non plus. Non, mais c'est pour ça que je te dis, là, ça va être fonctionnel. Dans ta vie de tous les jours, tu vas plus avoir tendance à te pencher, puis les genoux, etc., que de relever les jambes de même, tu sais. 100%, puis ça, je suis d'accord avec ça. C'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Non, juste c'est que ça. je pense que le, entre guillemets, fonctionnel des free weight puis du body weight, c'est plus que tu peux le répliquer plus facilement dans ta vie. Puis encore une fois, tu viens de donner un super bon exemple que ça dépend c'est quoi l'exercice. Parce que un pull-up versus la pull-down, c'est sensiblement les mêmes choses. C'est ça. Free weights et body weights n'égalent pas automatiquement plus fonctionnel. Parce que quand est-ce dans ta vie que tu vas faire un actual pull-up autre que dans un entraînement? Quand est-ce dans ta vie que tu vas faire un actual dip
à part dans un entraînement. Tu sais, ce genre d'affaires-là, les squats, les deadlifts, les lunges. Si tu tombes et que tu es pris pour te relever, il faut que tu dippes. Pour moi, c'est full pratique d'être capable. Mais ça va plus être le genre de bench dip que tu vas faire de même que le dip que tu fais comme en deux balles, mettons, là. La machine qui était trop lourde qu'il fallait te relever au watt pour faire les dips. Oui, exact. Mais tu sais, mettons, squat, split squat, walking lunge, whatever, des deadlifts, ça, je pense que tout le monde devrait être capable de le faire, au moins bodyweight, là, capable d'avoir un mouvement qui est décent. Ceci dit, si tu apprends à faire le mouvement sur une machine, ça veut pas dire que tu vas être incapable de le faire en free weight non plus. Non, ça peut être une bonne idée de commencer avec ça pour être. T'as plus de stabilité, t'as moins de choses auxquelles penser, ton patron moteur se développe plus facilement de cette façon-là. Exact. Fait que c'est toujours une question de contexte. Puis encore une fois, mettons, lunge versus leg extension, selon moi, c'est pas un ou l'autre, c'est juste fait les deux. Oui. Ça, encore une fois, ça dépend du contexte. Tu sais, quelqu'un qui veut être capable de bien bouger dans la vie en général, mais veut quand même aller chercher un certain développement musculaire et tout. Je suis comme, écoute, tu sors des plus gros quads, va falloir que je te fasse faire du leg extension à un moment donné, à moins que t'aies les genoux pétés en quatre, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que son physio, il avait dit que le leg extension était dangereux pour les genoux. Oui, c'est un vieux mythe, ça. OK. C'est ça, je pensais. Quand elle m'a dit ça, j'étais comme, venant d'un physio. Ah ouais, mais c'est encore des vieilles croyances qui sont difficiles à croire. Il y a encore des nutritionnistes qui viennent dire que la population moyenne mange trop de protéines. Ouais. Je suis comme, t'as-tu fait beaucoup de terrain pour voir ça? Parce que je te confirme que moi, la moyenne des clients qui rentrent dans mon bureau mangent pas trop de protéines. Non, c'est ça, là. Les études sont très claires là-dessus aussi, là. On peut monter jusqu'à beaucoup de protéines sans qu'il y ait d'effets secondaires, là. Pour la très grande moyenne des gens, il y a toujours l'exception à quelque part que lui, il y a des problèmes à quelque part, mais comme pour la très grande moyenne des gens, on peut monter beaucoup les protéines avant que ça soit considéré comme trop de protéines. C'est ça. Fait que... Je suis quand même un peu d'accord qu'on a tendance à faire une hyper-fixation sur la protéine, par exemple. Genre, tout est rendu protéiné maintenant, là, les barres protéinées, les biscuits protéinés, les beignes protéinés, les whatever. Là. Oui. Mais à un moment donné, comme... Oui, puis c'est pas nécessairement une bonne chose dans le sens où ce n'est pas du tout la même qualité de protéines. Exact. C'est pas parce que tu manges des petits gâteaux protéinés toute la journée que tu as atteint ton quota de protéines au niveau des micronutriments. C'est pas idéal non plus. Tu sais, je pense que l'intention derrière hyper propager la protéine, c'était beaucoup de c'est plus d'inciter les gens à varier les sources de protéines qu'ils consomment et de l'intégrer plus dans leur alimentation. Mais tu sais, mettons, de mon point de vue naturo, ça reste de manger le plus possible des aliments qui sont entiers, qui ne sont pas transformés. Fait que si t'es végétarien, c'est un peu plus crisp, pas te mentir. Vegan aussi. Ben, végétarien, c'est pas super, encore le poisson puis les œufs, puis je pense que tu peux prendre du yogourt grec aussi. Peut-être du je pense que les végétariens, c'est vraiment comme les viandes. Surtout. Ouais, c'est ça surtout. Fait que tu sais, t'as quand même accès à ça qui est super bien. Tu sais, tu peux prendre du tofu aussi. Tofu, c'est quand même un peu plus transformé. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est plus d'y aller vers des sources de protéines. Mais les gens, justement, encore une fois, c'est un message qui est pas bien véhiculé parce que là, qu'est-ce que ça l'a fait? OK, la demande est là. Toutes les compagnies, on ajoute des protéines. T'es comme, ouais, mais ton pain protéiné, c'est juste genre plus de gluten qu'ils ont mis dedans, là. Comme c'est pas une bonne qualité de protéines qu'il y a à l'intérieur, c'est pas, tu sais, il y en a des fois, ça va être, OK, bon, mais ils ont rajouté plus de graines de citrouille, graines de chia, graines de plein d'affaires qui, bon, vont ajouter des protéines végétales à l'intérieur, tu sais. Puis encore une fois, protéines végétales, pas aussi optimales au niveau du profil de l'acide aminé que protéines animales. Fait que, tu sais, c'est de regarder tout ça. Fait que oui, la protéine, mais pas à n'importe quel prix, puis pas de n'importe quelle façon. C'est pas parce que tu t'ajoutes 2 barres protéinées dans ta journée que je considère que tu as amélioré ton alimentation. Non, exact. Puis c'est surtout qu'il y a 2 points avec ça aussi, avec la protéine. De 1, plus... ouais, c'est ça, coup de poing numéro 1. De 1, plus on vieillit, plus on en a de besoin. Pas moins on en a de besoin. Parce que plus on vieillit, plus notre densité osseuse se détériore, les tissus musculaires, les tissus tendineux, tu sais, tout ça. Fait qu'on a besoin de plus de protéines pour être capable de les préserver le plus possible. Puis souvent, vieillissant, on a moins d'appétit. Fait que ça devient encore plus difficile à rentrer. Puis l'autre affaire aussi, c'est que manger plus de protéines, c'est oui, une question d'augmenter la protéine pour justement préserver les tissus musculaires, osseux, tendineux, tout ça. Mais c'est aussi une question de manger plus de protéines comme ça comble ta satiété plus facilement. Ça va aussi indirectement faire en sorte que tu vas manger moins du reste. Puis c'est souvent le reste qui est en très grande quantité qu'il faut diminuer.
trop de pâtes, trop de pain, trop de... Encore une fois, c'est pas élimine pain, pâtes, patates, pis ces affaires-là, surtout pas les patates. Les deux en même temps. Surtout pas on milite pour les patates. Mais c'est plus une question, c'est pas une question de prenez-en pas. Après 18h, gras. Okay, excusez. Oh, yes. J'ai vu la bulle faire... c'est pas une question de prenez-en pas, c'est juste une question que le Nord-Américain... La modération a bien meilleur goût. Exact. Le Nord-Américain moyen en consomme trop. C'est pas qu'il en consomme tout court. C'est correct d'en prendre. Moi aussi, je prends des pâtes puis du pain de temps en temps. Rarement, mais ça arrive. Mais c'est juste quand vous en prenez, prenez-en en moins grande quantité, mettez plus de place dans votre assiette pour de la protéine, pour des légumes, pour whatever, puis comblez le reste de votre assiette avec le reste. Tu sais, si vous avez pas envie de commencer à tout calculer au gramme près, là, commencez par remplir votre assiette de protéines puis de légumes, puis remplissez ce qui vous reste comme appétit avec ce qui vous tente. Juste ça, là, ça va naturellement diminuer vos portions beaucoup. Puis assurez-vous que vous finissez vos légumes puis vos protéines à la fin de votre repas. Si vous avez plus faim après, forcez-vous pas. Mais juste ça, ça peut être quelque chose de simple et sain qui va faire en sorte que vous allez avoir plus de facilité à perdre du gras si jamais vous êtes en surpoids, limiter d'avoir des gros crashs de glycémie parce que tout ce que vous faites, c'est manger des bombes de carbs, puis après ça, vous mangez rien, puis là, ben après ça, vous tombez en crash. Ça peut juste aider très facilement. Mais là, de commencer à dire à la population moyenne, vous mangez trop de protéines quand son déjeuner, c'est 2 toasts au beurre de peanut, des fois, juste pas de déjeuner. Ton dîner, c'est un petit sandwich vite fait, puis le souper, c'est 18 pas de pâtes. J'ai changé de 14, c'est l'inflation. Okay, puis après ça, tu snacks le soir avec biscuits, chips, Oreo, whatever. Viens me dire qu'il y a trop de protéines là-dedans. Là. Viens me dire qu'il y a trop de nutriments là-dedans aussi. Ensuite de ça, la fréquence des repas, on a parlé de fenêtre anabolique, mais la fréquence des repas, ça c'est quelque chose que j'ai longtemps cru aussi, que tu sais, mettons, plus vers la prise de masse, fallait que tu prennes comme des repas plus petits, plus fréquemment pour éviter de tomber en mode catabolique, fallait que tu spikes ta synthèse de protéines le plus fréquemment possible. Et ta glycémie. C'est ça. J'ai souvent entendu aussi plus dans l'optique de perte de gras, tu devrais à la place avoir des plus gros repas plus espacés pour pouvoir bénéficier des effets du jeûne, comme si le jeûne avait des effets magiques sur la perte de gras. Tout le monde le sait que si tu jeûnes 3 heures dans ta journée, il y a des chances que je te tue parce que j'ai faim. Oui, exact. Fait encore une fois, ça c'est une question que je me fais poser des fois par des clients, puis c'est quelque chose que je disais plus quand je commençais encore une fois, là. Mais je me fais poser encore la question par des clients des fois de, tu sais, est-ce que je serais mieux de manger 3, 4, 5, 6 repas dans ma journée, peu importe. Puis je suis comme, mange le nombre de repas dans ta journée qui fit le plus avec... Mange quand t'as faim. Ben, pas mal. Tu sais, je dis, honnêtement, là, les deux facteurs qui vont avoir le plus gros impact sur le nombre de repas que tu vas avoir dans ta journée, c'est ton horaire puis ton appétit. Juste le crowd en arrière. Parce que pour le facteur horaire, si t'es quelqu'un qui a une job où est-ce que tu ne peux pas te permettre de manger des collations parce que t'es ça go tout le temps non-stop, mais je vais pas te mettre 3 collations dans ta journée, tu vas te gonner, tu vas toujours être genre mais là je peux jamais manger mes collations. Ben OK. J'ai une de mes clientes qui est médecin urgentologue, puis j'imagine juste s'il fallait que j'y dise de prendre ses repas à telle heure. Elle est en train de, genre, réparer quelqu'un dans, comme, je sais pas. De réparer quelqu'un. Mais c'est ce qu'à un moment donné, dans un live, elle avait mentionné, tu sais, urgentologue, comme, elle est dedans les blessures, mettons, là. Tu sais, les 2 mains pleines de sang en train de gérer une fracture ouverte ou autre chose. Ding, 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 ding! Ah, faut qu'on arrête, là. Faudrait que je mange mon repas. T'es comme, oui, j'ai mon yoga grec qui m'attend, gang, je reviens. M'attend, je reviens. Tu sais, c'est comme, mais non, est-ce que c'est pas possible, là, reviens-en. Fait que, tu sais, si t'es quelqu'un qui a un horaire qui fait en sorte que tu ne peux pas te prendre des... Le chum à ton ami qui a la ferme. Jeanne, ouais. Oui, ton ami Jeanne. J'avais Joanie dans la tête, mais le chum à Jeanne, imagine, il est en train d'inséminer une vache, tu sais, puis c'est l'heure de mon repas. Sors le bras plein de merde si tu manges ton yogourt grec. Si t'as le bras plein de merde après avoir inséminé une vache, you're doing something wrong. Non, parce qu'il me semble que c'est... En tout cas, je me souviens pas, là, mais pour avoir vu mon oncle faire... Non, c'est vrai, il avait tiré un... J'ai vu mon oncle faire accoucher une vache. Ouais, mais en tout cas, tout ce que je me souviens, c'est que le plastique était dégueulasse, là. C'est un beau segment du podcast. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que si t'as une job qui fait en sorte que tu ne peux pas te permettre de prendre des pauses... J'imagine... Calisse-moi de fesser. Fait que si t'as un job qui te permet pas de prendre des pauses... OK.
t'as un job qui te permet pas de prendre des pauses, ben là, je te mettrai pas des collations parce que c'est juste pas réaliste avec l'horaire que t'as de dire, ouais, justement, tu sais, ta cliente qui est urgentologue, excuse-moi, je vais réparer ta blessure tantôt, faut que j'aille prendre mon snack. Non, c'est pas de même, ça marche. Fait que, par contre, c'est un horaire qui est peut-être un petit peu plus stable. Tu travailles un job de bureau. Tu sais, même nous autres, mais je juge qu'on a relativement un job de bureau, même si on est coach. Tu sais, entre deux clients, ça se prend super bien une collation. Tu manges ça vite, puis c'est tout. Là, tu peux prendre 4, 5, 6 repas dans ta journée, il n'y a pas de stress. Puis l'autre facteur, mais c'est justement ton appétit. Ou est-ce que toi, si tu manges plusieurs plus petits repas dans ta journée, ça comble jamais complètement ta satiété, puis t'es constamment en train de penser à de la bouffe parce que tu finis ton repas puis t'es comme j'ai encore faim, fait que là je fais juste penser à ma prochaine collation. C'est oui, ça se peut que tu trouves le temps long, fait que peut-être que ça serait plus intéressant de faire des plus petites portions, mais d'avoir pas des plus petites portions, d'avoir des plus grosses portions, mais d'en avoir moins fréquemment dans ta journée pour que quand tu finisses ta grosse portion, tu sois rassasié. Peut-être, versus quelqu'un qui a pas beaucoup d'appétit. Mais peut-être que ce serait plus pertinent de répartir tes repas en plusieurs plus petits repas. Comme ça va être un petit peu plus facile à manger. C'est les deux plus gros facteurs. Mais ultimement, si le total de calories et tes macros sont les mêmes à la fin de ta journée, que tu aies mangé 2, 3, 4, 5, 6 repas, ça changera pas grand-chose. Le dernier facteur, j'aurais tendance à dire, c'est le côté digestion aussi. C'est ça que j'allais dire. C'est sûr que si tu as tendance à manger des super gros repas, ça se peut que ça soit tough sur la digestion. Oui, mais si tu manges des repas, mettons, normaux, la digestion, puis encore une fois, je vais taper sur ce clou-là, mais ça reste meilleur pour ta glycémie de manger idéalement 3, peut-être 4 repas dans ta journée que plein de petits repas. Puis je m'adresse beaucoup aux gens qui sont stressés parce qu'encore une fois, il y a des gens qui sont faits en béton puis que comme peu importe ce qu'ils font, tout va bien. Ouais, ben c'est ça. Mais pour les gens qui sont plus stressés, votre digestion va être généralement beaucoup plus sensible, généralement parce que ben vous êtes tout le temps stressé, vos hormones de stress sont dans le tapis et votre sommeil est généralement moins bon, ce qui peut affecter au niveau des hormones de faim et au niveau de la glycémie, encore une fois, qui peut avoir tendance à chuter plus dans la journée et donner plus de craving, etc. Fait que dans votre cas, d'avoir des 3 bons gros repas de nourriture qui est pas transformée, donc vraiment de la viande ou whatever, remplacement de viande, avec une bonne source de glucides quelconques, idéalement pas de glucides trop rapides et beaucoup de légumes, va être une meilleure idée que d'avoir 6 petits repas. Simplement à cause, encore une fois, de vos hormones puis de votre système nerveux. Mais c'est ça. Fait que pour ces gens-là, moi, j'ai plus tendance à conseiller le plus possible ça. Puis encore une fois, l'horaire va prédominer sur tout. Puis le sentiment de satiété aussi va prédominer sur tout. Mais ça reste que si vous sentez que vous avez tout le temps des petits crashs d'énergie, des choses comme ça, que ben ça pourrait être une bonne idée là, de switcher vers, mettons, 3 plus gros repas au lieu de snacker toute la journée. Puis stressé, on va avoir tendance à vouloir snacker vraiment souvent, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Fait que ça peut aider à comme vous, j'aime pas dire rebalancer, là, mais ça peut aider ça à faire ça quand même, d'avoir des plus gros repas. Puis tu sais, quand je dis plus gros repas, c'est pas un énorme repas de bodybuilder, là, c'est genre un repas normal qui encore une fois, tu ne te force-feed pas, mais de prioriser ces bons gros repas-là versus essayer de faire des petites portions toute la journée, si c'est possible. Oui, puis les gens qui sont pas nécessairement dans le fitness depuis trop longtemps, qui sont pas nécessairement habitués de suivre des plans alimentaires ou quoi que ce soit, qui ont une alimentation de Nord-Américain moyenne, disons, là, tu leur donnes un repas quote-unquote normal que nous autres on peut donner à nos clients, qui a une bonne portion de protéines, qui a une bonne portion de glucides, puis qui a de bons glucides complexes, puis qui a une bonne portion de légumes. Tu regardes avec des yeux de genre, je pourrais jamais manger tout ça. Hey, j'ai des clientes qui à 1200 calories, ils étaient comme, mais c'est beaucoup trop de nourriture pour moi. Mais tu réalises pas à quel point quand tu chiffres d'une alimentation majoritairement transformée à une alimentation minimalement transformée, à quel point tu peux en manger un gros volume de bouffe, là. Oui. Comme la quantité de bouffe que tu peux rentrer dans une assiette quand c'est minimalement transformé ou pas du tout, elle est beaucoup plus grande que quand tu as une alimentation qui est super transformée. Fait que pour ton appétit, c'est super avantageux. C'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile de surconsommer des calories, de la nourriture en général, quand tu manges exclusivement non transformé, que quand tu manges quelque chose qui est hyper transformé. À quel point est-ce que c'est facile de traverser une rangée de biscuits? Très. Hey, un bol de frites. Un bol de frites, des céréales. Y a tout de quoi qui te bat au moins le matin qu'un bol de céréales, puis c'est juste du sucre. Prends pour déjeuner à la place des œufs, du yogourt grec, des fruits. Hey, passer 3 œufs, là, commence à en avoir mon casse.
Comme, hey, tu as déjà essayé de manger de la viande le matin? Ça a de beau. Moi, mon déjeuner, depuis que j'ai commencé avec Carl, va bientôt faire 1 an, c'est des œufs puis de la viande. Au début, j'avais des noix. En plus. Aujourd'hui, je n'ai plus de noix. Bref. No more nuts. No more nuts. These nuts are gone. Mais ça bourre. Bon, moi, j'ai une bonne appétit, fait que 2 heures après, j'ai faim pareil. Mais comme pour la personne moyenne qui est pas habituée, là, c'est lourd souvent au début. Là, j'en ai Et ton énergie va être beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable. Si t'es habitué de manger, esti, 1 ou 2 toasts le matin avec du Nutella ou whatever, ou tu sais, un bol de céréales, change ça pour de la protéine, du gras, puis mettons des fruits, là. Hey, tu vas te rendre vite compte que ton énergie est pas mal plus stable puis que t'as faim vraiment moins rapidement, là. Tu sais, habituellement, là, je m'excuse, tu prends un bol de céréales, là, tu crashes 1 heure après puis t'as faim. Ben oui. Versus, tu prends justement, tu sais, des œufs, de la viande, même pas obligé de la viande, moi c'est pas que j'aime ça, mais tu prends des œufs, du yogourt grec, des fruits, whatever, tu sais, quelque chose qui est beaucoup plus stable. Hey, tu vas trouver le temps pas mal moins long, là. C'est un commentaire que je reçois. Pardon. C'est un commentaire que je reçois fréquemment de clients avec lesquels je commence qui sont peut-être moins habitués de comme hey, j'ai plus de crash d'énergie. Hey, j'ai plus faim. Good. Beaucoup plus difficile de surconsommer de la bouffe quand t'as plus faim, là. Moi, je me souviens, je pense que j'en avais déjà parlé, mais le premier bowl que j'avais fait comme pour vrai, il y a genre 8 ans, j'avais décidé de monter mes calories à genre 3500 dans ce temps-là, quelque chose de même. Je me souviens, j'étais allé à l'épicerie avec la blonde à mon père à un moment donné, puis on est allé chercher à souper. Puis on passe devant la rangée de frigo congélateur où il y a toutes les crèmes glacées. Pardon. Puis moi, je tripe sa crème glacée dans la vie. Si vous n'avez pas catché depuis le temps que je parle de mes creamy, vous suivez vraiment pas la game. Puis la blonde à mon père m'avait regardé, puis elle était comme « Hey, ça pourrait être cool de se prendre la crème glacée pour dessert après souper. » Puis j'étais comme « Ça me tente même pas. » Pas, je le ferai pas parce que je veux stick to the plan. Ça ne me tente pas. J'ai pas faim. J'ai pas faim. J'ai pas envie de manger de la crème glacée. J'ai pas faim. Fait que on a soupé. Puis j'ai repris un deuxième souper, genre 2-3 heures après à la place. Fait que c'était beaucoup plus facile de stick to the plan parce que j'avais pas faim. Là, c'est sûr que j'étais dans une phase de prise de masse. Il y avait plus de bouffe. Dans une phase de perte de gras, c'est normal d'avoir faim. On en a parlé souvent. Mais ça reste que le fait de manger le moins transformé possible pour l'appétit, surtout dans une phase de perte de gras où est-ce que l'appétit est souvent un facteur très important. Manger minimalement, transformer, ça va vous aider beaucoup pour l'appétit. Voilà. Cardio, pour la perte de gras, on l'a touché un petit peu tantôt, là. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai pensé, par exemple, parce qu'encore une fois, c'est ça qui était véhiculé. Encore une fois, pas en tant que coach, là, mais en tant qu'avant de coacher. En tant qu'avant de coacher. Oui, c'est pas que j'ai faim, là. Mon cerveau, il cerveau plus, là. Mais. My brain is not braining. No, brain is not braining right now. Il aurait fallu que je mange ma salade avant de. Ouais, pendant que je mangeais mon yogourt. Ouais, c'est ça, mais j'étais comme, j'ai ma cliente après. Bref. J'aime mieux être brain fog, là, qu'après pour ma cliente. Ouais, je pensais que le cardio était vraiment supérieur à tout. Autrement dit, si vous voulez avoir Jess pas brain fog, payez-la. Pour avoir un suivi avec. Ouais, c'est ça. Comme ça, je peux m'acheter de la nourriture. Puis, non. Mais c'est ça. Mon chum est plus là pour faire à manger vu qu'il retourne à Sherbrooke. Fait que là, je me fais à manger toute seule comme une... Vincent. Vincent. Laisse-lui des lunchs. Le pire, c'est qu'il en a laissé, c'est juste moi qui l'a pas décongelé. Bref. OK, mais c'est pas lui d'abord. C'est vraiment pas... Non, mais même à ça, c'est ma crise de responsabilité de me faire des lunchs. Toi, dans le podcast, avec Jeanne, en plus, qui est comme, hey, là, ça fait pas leur affaire, Ouais. qui se gère, ça. C'est ça. Puis là, qui est comme, mais là, c'est parce que mon chum, il m'a pas fait à manger. Fait que comme... Ah non. Le pire, c'est qu'il m'a fait à manger. Il en a laissé. Steve m'a demandé de décongeler le poulet. Je l'ai pas fait hier. Bon, une autre affaire que j'ai oublié. Ça, puis ma fourchette à matin dans mon micro-ondes. Brain fuck. Hey, je te jure, je sais pas pourquoi, là. Depuis qu'il est pas là, je fais juste de la merde, là. Genre, on dit, soit qu'il est tout le temps en arrière de moi, puis je m'en rends pas compte, là. Juste, elle a diarrhée depuis qu'il est parti. Ouais. Elle fait juste de la merde. Juste ça. Got restore. Soit www.nihsfp.com, mais non, c'est ça. Mais hey, je suis tellement comme... Puis l'affaire, c'est que je m'en rends pas compte que je fais des affaires niaiseuses avant de les faire. Mettons, là, puis je comprends pas qu'en 28 ans, j'avais pas encore compris que je sois faite de même, là. Mais moi non plus. Hier, j'avais amené mon repas. Yay! Avec ma fourchette dedans. Je suis full fière de moi quand j'amène mes repas. Just fait son propre crowd. Ouais. J'avais apporté mon repas. Yay!
Puis c'est ça. Puis là, je l'ai mis dans mon frigo en me disant, je vais m'en rappeler que j'ai mis la fourchette dedans. Ben oui, câlisse. À matin, je chauffe mon déjeuner avec ma fourchette dedans. J'étais comme... Puis je m'en suis pas rendu compte avant de l'enlever, là, Ça comme... a pas trop pété dans ton micro-ondes? Rien entendu. Tout a été super beau. C'est juste, j'ai ouvert, j'ai fait... Ah! Oh, mon père, tu vas avoir un supplément de fer en plus. Genre, tu sais, ben là, j'ai pris une autre fourchette parce que j'avais peur des radiations. Je sais pas, j'étais comme... Mais j'avais peur d'y toucher puis que ça me... Je sais pas. Fait que de manger la bouffe qui aurait les mêmes radiations, c'est pas grave, mais la fourchette en soi, ça, non. C'est parce que c'est du métal puis ça va pas là. Tu sais, la bouffe, elle va dans le micro-ondes. Fait que j'ai absolument aucun argument pour défendre ce que je suis en train de dire. C'est un problème mental. The anxiety is anxieting. Mais On c'est disait cardio avant cardio, c'est pour revenir à avant que tu coaches. Avant que je coach, c'est ça. Je pensais que le cardio, c'était genre de shit là, pour perdre du gras. J'ai commencé en faisant à peu près rien que ça, du cardio, fuck la musculation, parce que je sais pas comment ça marche, puis j'ai peur des machines. Mais c'est parce que c'était comme le classique, tu veux perdre du poids, commence à courir. Genre. Ah, puis j'ai essayé, là, puis ça fait 8 ans là, de ça, j'aime toujours pas courir. Pas que j'ai pas essayé. Puis des fois, vous allez peut-être me voir courir, parce que des fois, quand je décide que je fais du cardio, plus là, parce que ça a l'air que mon corps veut pas que je fasse du gros cardio. Mais j'essayais de faire un peu de course quand même. Tu sais, j'haïs pas ça pour mourir. Mettons, en faire de l'elliptique puis courir sur un tapis, j'aime mieux courir sur un tapis parce que c'est plus efficace, fait que je souffre moins longtemps. Mais, tu sais, je vais le faire, mais genre, je serai pas la personne que tu vas voir courir dehors. J'ai essayé, même ça, j'ai essayé à un moment donné, là, quand j'étais dans le prep de photoshoot, là, de marcher et d'aller courir un peu dehors, puis non. Fait que faites le cardio que ça vous tente de faire. Le Muay Thai, par exemple. Hey, ça aussi, j'ai emmené mon chum faire du Muay Thai avec moi dans un cours privé parce que des fois, on se chamaille dans la cuisine parce que j'aime ça. Puis je me suis rendu compte qu'il était quand même bon, même s'il avait jamais fait ça de sa vie. J'ai fait bien on va essayer. Puis il aime full ça, fait que je suis vraiment contente. Puis il est vraiment bon. Puis il s'est rendu compte que c'était crissement cardio quand même du Muay Thai. Fait que fessé dans un sac, ça a l'air de rien, là, mais Hey, le premier cours que j'avais refait quand mon système nerveux il était complètement à plat, là, je l'avais dit au coach, qui était mon nouveau coach à Rive-Sud, puis j'étais comme, je te jure, genre, j'ai pas de cardio, mais ça va mieux que ça d'habitude. Hey, j'avais de la misère à finir 30 secondes de round, là, j'étais incapable de rien faire, j'étais à terre, j'avais le goût de vomir, j'étais étourdie, ça allait pas. Là, au moins, le dernier cours, j'étais comme, yeah, je suis capable de faire des choses. Fait que c'était le fun. Mais ça revient à un point que, tu sais, j'en avais fait un post là-dessus relativement récemment de... En fait, j'en avais parlé pour le cardio, puis j'en ai parlé dans un live cette semaine dans mon groupe de clients où est-ce que j'étais comme, trouver une façon de rendre ça le fun. Whatever it is, ton alimentation, tes workouts, ton cardio, ta routine de sommeil, ton whatever. Et le cardio n'est pas supérieur à la musculation pour la perte de gras, là. Pas du tout, c'est ça l'affaire. Ben, je veux dire, encore une fois, ça revient majoritairement à ton alimentation. Le cardio / muscu, ça vient supplémenter la dépense énergétique. Et c'est bon pour ta santé cardiovasculaire, qui est un facteur de longévité. Obviously. Mais mettons, pour le cardio, tu sais, moi, j'avais fait un post là-dessus relativement récemment où est-ce que je disais, tu sais, moi, ma façon maintenant de faire mon cardio 1 heure straight sans m'en rendre compte puis d'avoir du fun à le faire, c'est que j'ai mon standing desk avec mon walking pad puis je joue à Baldur's Gate en même temps. Mon heure passe super vite parce que je joue à un jeu que j'aime en même temps. Mais si toi, mettons, c'est le Muay Thai, t'adores faire du Muay Thai, tu vas faire du cardio sans même t'en rendre compte juste parce que t'aimes faire ce que tu fais. À 15 minutes à pratiquer les techniques dans un sac, là, ça passe super vite, là. C'est ça, exact. C'est pour ça que, tu sais, moi, quand je donne du cardio à mes clients, je leur dis tout le temps, choisis le cardio que tu veux. I don't care. Si tu me dis qu'à un moment donné, t'as un objectif de course, de faire existence, t'as un objectif de vélo, de whatever, ben là, je vais te dire, fais de la course puis fais du vélo parce que t'as un objectif plus spécifique. Mais juste dans une optique de améliorer santé cardiovasculaire en général et par le fait même augmenter ta dépense énergétique, va chercher le cardio que t'aimes. Je m'en calisse, c'est lequel. Celui que tu es le plus susceptible de faire à long terme, c'est celui que tu vas aimer. Fait que si t'es capable de trouver une façon d'aimer ton cardio, comme moi avec mon standing desk puis jouer à Baldur's Gate en même temps, ou toi avec ton Muay Thai parce que tu trouves ça vraiment le fun de faire du Muay Thai, trouve ce qui va faire en sorte que ça va coller à toi. Ça va être beaucoup plus facile à faire à long terme, tu vas avoir des bien meilleurs résultats parce que tu vas te donner en le faisant, puis ça sera même pas difficile. Fait que le cardio, c'est bon pour la perte de gras, mais l'alimentation, ça reste la priorité numéro 1. OK. Trouve ce qui colle à toi pour être collant. Je sais pas, je peux me rappeler de plugger des criquets ici, mais c'est pas grave. Je pensais à quelqu'un qui est en sueur, puis je suis comme, mais tu colles pas quand t'es en sueur. Sauf sur du cuir, là, ça colle. Ouais, mais comme ta peau est comme collante un petit peu. Bon, mais... ok, merci, c'était ça. Bref, ça, c'était le segment pertinent du podcast. Un autre que tu avais noté aussi, c'était le ciblé
la perte de gras, le ciblé, le fameux, soit le muffin top ou ce qu'on appelle communément le gras de babaille. Non, le gras de babaille, c'est ça. Oui, je le sais. Le muffin top, c'est oui, non, je disais pas que les deux c'était la même chose. Je disais les deux, c'est les plus fréquents. Là. Brain is not braining. Ouais, mais ça aussi, je l'ai pas coaché, là. J'ai jamais dit à quelqu'un, on va faire ça pour tes muffin top. Mais moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, je pensais, sans avoir consulté personne, qu'en faisant du 45 back extension, j'allais pouvoir me débarrasser de mes muffin top, ce qui est pas le cas, là. Quand tu le faisais genre de côté de même, là? Ouais, aussi de côté, de tous les sens, là. Fait que, wouhou! J'ai plus assez de ressources. C'est un cours de danse contemporaine, ton affaire. Mon nom est Josiane. En tout cas, si vous avez vu le TikTok. Il y a juste moi en avant qui comprend rien parce que je suis jamais sur TikTok. Ouais, tu fais bien. Fait que c'est ça, fait que je pensais qu'on pouvait... J'ai à peu près 78 messages de Jess dans mon TikTok qui m'envoie des affaires puis je les regarde une fois sur 4. Ouais, j'essaie vraiment de cibler ce que j'envoie à Simon puis pour me dire, celui-là, il va peut-être l'ouvrir. Faut que j'arrête. Ben c'est ça, fait que je pensais que les muffin top, ça partait en fessant dessus à coup de 45 back extension sur le côté. Ben c'est tout ça pour faire un rappel que la perte de gras ciblée. Ça existe pas. Techniquement, ça a déjà été démontré que c'était possible à travers au moins une étude. Mais c'est que selon moi, c'est tellement minime la différence, à moins d'avoir un body fat qui est déjà assez bas. Tu sais, quelqu'un qui est à 22% de body fat, là, tu verras pas la différence. Hey, j'ai fait une machine in body hier. Ouais? T'as 25%. T'es pas à 25% de body fat, câlisse. T'as 25% sa machine. Voyons donc. 25%. J'ai vu le chiffre, j'étais genre, c'est terrible. C'est impossible. Ils savent pas c'est quoi un 25%. Je suis comme, je vois mes abdos à 25%. Merci génétique. Ah, barnac. Hein? Elle a 18 des 25% dans le cul. Ouais. Ouais. En plus, c'est ça que j'ai dit. J'étais comme, je le sais, il est où, le 25%? Voyons donc, 25. Je te jure! Fait que, tu sais, quand on se fait poser des questions, des fois, qu'est-ce que tu penses des in-body ou ces affaires-là, là? Voilà. Jess, 25% de body fat selon le in-body. Fais ce que tu veux avec cette information-là. C'est comme, me semble, the math ain't my thing. Je suis pas lean, mais genre 25. Je serais curieux de prendre tes plis pour avoir comme un comparatif. Par exemple, j'ai mes pinces ici. Tu prendras mes plis tantôt. On vous tiendra au courant. Ouais. Mais c'est ça, mais tout ça pour dire que, tu sais, techniquement, ça se fait. C'est juste que ça vaut tellement pas la peine, à moins d'avoir un body fat ultra bas, que selon moi, ça vaut même pas la peine d'en parler. Là. Amène la nuance, parce que là, il y a du monde qui vont faire, t'as dit que ça se pouvait. Ouais, fait encore une fois, ça c'est le bout où il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que est-ce que techniquement, ça a été démontré comme étant possible? Oui. Techniquement. De un, le contexte est fucking intense. Eux, ils l'avaient fait plus ciblé au niveau du ventre. Ah oui, c'était pas le gars qui faisait genre 1 million de séries d'abdos. Ouais, c'est genre tu fais des crunchs pendant 4 minutes straight. Ouais. Que tu supersets avec genre, je sais pas combien de temps de cardio à intensité modérée, puis tu fais comme 8 alternances comme ça, ou whatever. Je pense que c'était comme 8 séries de 4 minutes d'abdos. Hey, fais des crunchs pendant 4 minutes, là. Ça chauffe en tabarnak. Fais ça 8 fois, puis après ça, t'allais faire genre une demi-heure de cardio à intensité modérée, quelque chose comme ça. Je l'avais essayé à un moment donné avec une de mes clientes, plus pour les jambes. J'avais fait faire sur du leg extension au lieu des crunchs parce qu'elle avait déjà, elle a déjà ses abdos pratiquement à l'année aussi. Mais elle a tendance à accumuler plus. Parce qu'elle a 25% de body fat. Exact. Parce qu'elle a tendance à accumuler plus autour des cuisses. Fait que j'étais comme, elle a plus tendance à avoir les quads enflés. Fait que j'étais comme, on va essayer de faire du leg extension. Fait que tu sais, elle avait littéralement juste ça comme exercice de jambes cette journée-là parce que ça y prend 8 fucking minutes. 8 séries de 4 minutes. Elle avait genre un exercice de glutes, un exercice d'ischio, puis ça à faire pendant à peu près 3 heures. Puis son cardio à faire, fallait qu'elle fasse ça 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, 8 séries de 4 minutes de leg extension straight. On s'entend, tu mets genre la première plate, puis t'arrives au bout du 4 minutes, puis t'es plus capable. Là. Fais ça 8 fois, puis après ça, une demi-heure de cardio. Quand on a repris ses plis à la fin du mois, est-ce que techniquement ses quads avaient désenflé? La réponse, c'est oui. Mais la réalité, c'est que son body fat général avait descendu. Fait qu'est-ce que c'est tant que ça a fonctionné spécifiquement pour les quads ou est-ce que c'est juste qu'elle a perdu du body fat puis ça a donné qu'elle en a perdu au niveau des quads, tu sais. Fait qu'elle était pas un body fat, elle a jamais eu un body fat super élevé,
mais elle était pas un body fat assez lean non plus pour qu'on dise ça a clairement fait une différence non plus, tu sais. Fait que j'aurais peut-être tendance à dire à quelqu'un de le faire en fin de prep pour essayer d'aller sortir un petit peu plus une section en particulier, mais à part ça, je juge pas que ça vaut la peine. Puis la très grande majorité du monde qui écoute ça n'a pas besoin de perdre son temps à essayer de faire ça non plus. Vous avez des affaires bien plus importantes à essayer de travailler, genre votre alimentation, l'intensité de vos entraînements, l'assiduité de votre alimentation et vos entraînements, votre fucking gestion de stress puis votre sommeil. Amen! Voilà. Le dernier que tu avais noté, c'était plus le côté pour la gestion de stress, que tu avais tendance à te faire dire, écoute, prends des pilules, va en thérapie, puis tough luck. Ouais, ben c'est ça. Je ne connaissais pas l'efficacité de la naturopathie, en fait, avant d'être naturopathe. Tout ce qu'on me donnait comme option, c'était vraiment, bon, thérapie, ça, je l'avais, mais tu sais, quand tu vis de l'anxiété, un moment donné, c'est comme, je veux bien travailler là-dessus, mais mon corps, il réagit d'une certaine façon, que ça aille bien, que ça aille pas bien, tu sais, puis je veux bien respirer, méditer, blabla, mais des fois, le corps, il fait à sa tête. Fait que tout ce qu'on te conseille, c'est prendre des antidépresseurs. Fait que, comme j'avais mentionné, chose que j'ai déjà essayé qui n'était pas pour moi. Là. Je voyais pas une différence positive à part que j'enflais comme un fucking ballon Omnikin. Mais... oh mon Dieu, le kin ball! Omnikin bleu! Ah, c'est que j'aimais ça, ce jeu-là. Mais c'est ça. Fait que j'avais pas d'effet positif là-dessus. Je ne connaissais pas les bienfaits de la naturopathie. J'aimerais remercier Ryan et Mathieu qui ont sauvé ma vie à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Fait que juste de mentionner qu'il y a beaucoup d'autres options quand vous êtes stressé. De un, oui, l'activité physique va aider énormément. Activité physique, là, peu importe, là, juste bouger, marcher, faites de quoi. Les médicaments, ça peut être intéressant pour certaines personnes dans certains contextes. Je suis vraiment pas contre les médicaments, ni encore une fois contre la pilule contraceptive. On a reçu Dr Gabriel Landry. Je vous invite à aller écouter le podcast si c'est pas déjà fait. Mais il y a certains contextes dans lesquels ça peut être super, super pertinent. Dans le mien, ça ne l'était pas. Et je suis vraiment contente d'avoir découvert la théanine et l'ashwagandha, très bon aussi. Relax Mind théanine de NIH, là, pour de vrai, ça sauve ma santé mentale. Mais c'est surtout, ça sauve les symptômes physiques que j'avais. Parce que même quand tout allait bien, j'avais tendance à faire des crises de panique. J'avais tendance à vraiment physiquement pas bien aller, des palpitations, décider ça. Puis je comprenais pas pourquoi. T'sais, même tout va bien, j'ai pas de raison de stresser, tout est beau, mon corps réagissait d'une certaine façon. Fait que les suppléments m'ont énormément aidé à calmer ces choses-là. Fait qu'encore une fois, consulter un ou une naturopathe, allez pas prendre des suppléments comme ça pour le plaisir, surtout si vous avez de la médication. Petit disclaimer, parce qu'il y a des suppléments qui peuvent entrer en contre-indication avec la médication. Il y a des suppléments qui, pour certains soucis de santé, ne sont pas du tout compatibles. Donc, super important de vous faire conseiller intelligemment à ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont stressés et qui voient pas d'avenue, là, il y a beaucoup, beaucoup de méthodes. Oui, je vous conseille toutes d'aller en thérapie, là, mais il y a beaucoup aussi de suppléments qui peuvent aider sur une base régulière si vous ne voulez pas prendre nécessairement des médicaments ou si, comme moi, vous n'avez pas vu une belle différence avec la médication. 100%. Puis, tu sais, ultimement, il y a j'en ai parlé, je crois, dans le podcast avec Catherine récemment, où est-ce que je parlais de mon couple de clients que lui avait dû lâcher sa job parce que c'était une très grosse source de stress pour lui. À un moment donné, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs avenues naturelles qui peuvent t'aider à améliorer ta tolérance au stress. Autant en termes de suppléments que de cleaner ton alimentation, que de faire de l'activité physique, que t'entourer de gens qui sont alignés avec toi ou tout ça, améliorer la qualité de ton sommeil. Il y a plein d'affaires que tu peux essayer de faire. Ceci dit, surtout si c'est, mettons, une grosse source de stress qui est relativement claire. Il y a des gens qui sont plus anxieux en général pour pas nécessairement de raisons, entre guillemets, flagrantes ou apparentes. C'est juste, c'est des personnes qui sont naturellement plus anxieuses. Mais si tu as une ou des sources de stress qui sont très claires, très précises, à un moment donné, il va falloir que tu les adresses. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour essayer d'aider, mais tant que ton corps a l'impression qu'il se fait courir après par un tigre, tu vas être limité dans ce que tu peux faire. 100%. J'en avais parlé avec ce client-là, justement, là, comme on avait tout essayé pour essayer de le faire dormir et il ne dormait pas. Les seules fois qu'il dormait, c'est quand il était en vacances parce que sa job était pas constamment au-dessus de sa tête. Quand ton système est brûlé, il est brûlé. Là. Mais tu sais, puis moi, je le dis, mais dans le contexte où je fais du développement personnel et je vais en thérapie depuis que j'ai 11-12 ans. Là, le moment où est-ce que je parle de ça, j'étais rendue peut-être à 20 ans, quelque chose de même. Fait que, tu sais, moi, tous mes trucs de sources de stress, de compréhension de moi-même, de blabla,
c'était tout maîtrisé, là. Puis je continuais à aller en thérapie. Fait que s'il y avait, tu sais, toute cette partie-là était correcte. Fait que c'était vraiment, j'ai tout éliminé les sources possibles de, OK, mais c'est pas ma job, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas mon... Tout ça, c'est éliminé. Mon mode de vie il est vraiment meilleur. Je priorise mon sommeil, je fais tout. Puis j'ai quand même des symptômes d'anxiété sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Tu sais, j'ai déjà pris action sur tout ce que je pouvais contrôler dans ma vie. Puis j'ai déjà compris les bébites dans ma tête parce que ça, faut en prendre conscience. Puis malgré tout ça, mon corps ne répond pas de la façon dont je voudrais. Fait que il y a ça aussi, tu sais, faut tenir en considération que mon cas en particulier, c'était ça, là. Tout a été éliminé. Donc, je suis rendue à essayer de trouver comment est-ce que je peux aider mon corps à mieux aller. Mais conjointement mais je vais continuer à aller en thérapie quand j'en ai besoin. Tout a déjà été réglé à ce niveau-là. Je me mets pas la tête dans le sable quand j'ai une source de stress. Je vais la confronter directement. Tu sais, fait que tout ça, c'est important aussi, là. 100%. Voilà. Hey, on a pas mal fait le tour pour aujourd'hui. Si on n'a pas nécessairement, je crois, de nouveaux invités de prévus pour l'instant. Il y en a il y a des invitations qui ont été lancées, des fois c'est juste une question de faux coordonnées horaires. Il y a du monde qui reste pas à côté, là. On a lancé des invitations à du monde de gens Québec, Trois-Rivières. Bon, mais c'est pas toujours facile parce qu'on reste pas nécessairement à côté. On vous le rappelle, on est à Saint-Mathieu-de-Belleuil, ça Rive-Sud de Montréal. Fait que si jamais il y avait soit des sujets que vous voudriez qu'on parle parce qu'on va peut-être en avoir un peu plus prochainement ou est-ce qu'on va être juste les deux. J'ai encore chez le stand de micro, calme. Si jamais il y avait soit des sujets que vous aimeriez qu'on adresse, des invités que vous aimeriez qu'on invite, qu'on n'a peut-être pas encore reçus, ou que vous aimeriez qu'on fasse des parts 2 ou des parts 3 avec quelqu'un d'autre, on en a quelques-uns de prévus qu'on aimerait recevoir aussi. N'hésitez pas, envoyez-nous-les, puis on va essayer de faire ce qu'on peut avec ça pour s'arranger ça. On est censé se prendre un moment la semaine prochaine aussi pour planifier ce genre de trucs-là. Oui, c'est ça. C'est mis à l'horaire. Voilà. www.nihupp.com avec le code WUACV10 si vous voulez un 10% de rabais sur vos commandes NIH. J'espère que ça a bien paru dans la caméra, j'ai fait mon gros possible. Si jamais vous vouliez de la merch oversize pour vos trainings, le lien pour la merch de Machine va être dans la description avec le code WUACV10 aussi. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde!